Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième Veilleur au rempart, pour le deuxième épisode de House of the Dragons qui est sorti lundi soir. Fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur la chaîne Twitch. Donc je suis aujourd'hui accompagné de Chris en haut de l'écran. Bonjour Chris. Coucou. Et de Babar des Bois. Salut Babar. Salut. Du coup, ouais, merci Wiki l'ourson. Du coup, avant Déjà de... lui. Il est toujours partout, il est là. J'y arrivé. Avant de commencer vraiment à attaquer sur l'épisode, on va attendre que tout le monde arrive, on va leur laisser un peu de temps quand même. Du coup, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur le forum. Donc, faisons un petit point de notre événement, entrée dans la danse, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Oui, événement blog Ah, qui accompagne la série. A priori, c'est son titre, hein, vu que c'est marqué. Ouais, On peut pas c'est faire- sur événement, j'étais pas très sûr, mais événement, ça a l'air de plaire. Vendu pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ces derniers temps? Alors, pour commencer, un truc un peu plus léger sur les cocktails pour vous accompagner dans feu et sang. Donc, des cocktails thématiques à boire avec modération en même temps que le Bingod qui est toujours disponible sur le site. Je tiens à préciser que j'ai essayé de faire le premier cocktail et que ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'ai à la photo. Alors, et ça, c'est Photo non contractuelle, hein. On le Ça. précise. il y a quelqu'un qui a réussi à le faire. Voilà. C'est tout ce qui compte, c'est que c'est D'accord. possible. Le reste, je suis responsable de Enfin, rien en tout cas. je l'avais pas aussi jaune en tout cas, mais Non, mais ça, il a mis un filtre, on sait tous. On balancera pas qui l'a fait parce que qu'est-ce qui a triché comme ça, mais on le connaît. je sais où il habite. Sinon, quoi d'autre? Alors que quelque chose d'un peu plus important, notre épisode est dans les livres alors, qui revient sur l'épisode 1 et qui fait un peu le parallèle entre ce qu'il y a dans les livres et ce qu'il y a dans la série. Allez le lire, c'est assez complet. Tant que j'y pense, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions sur l'épisode 2 que vous voulez voir traité sur le blog, dites-le ici ou soit dans le chat et on essaiera de le noter et de pas l'oublier, Mhm. soit sur le forum, et on le notera du coup et ça sera pas oublié. À vous de voir ce que vous préférez. Euh, voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire de particulier. Moi, j'ai rien écrit pour ce épisode 1 et dans les livres. Donc, Moi non plus, et j'avoue que j'ai même pas eu le temps d'aller voir ce qu'il y avait exactement en d'accord. contenu dans l'article. Je Ok. crois qu'à un moment, je Ça, crois qu'à un moment, je suis passé dessus, j'ai vu que tout était rempli et je me suis dit, ah, allez, on passe à autre chose. d'accord, donc Non, voilà. mais globalement, en fait, on essaye de voir, on prend certaines questions et on voit, alors déjà, comment c'est dans les livres. Quels sont les choix? Du coup, ça permet de voir quels sont les choix d'adaptation qui ont été opérés par les showrunners. Et on a aussi un deuxième volet qui est plutôt explication. Par exemple, quand on va parler de Aema, Aema dont le nom de famille est absolument pas mentionné, par exemple dans la série, qui elle est, d'où elle vient, etc. Pourquoi est-ce qu'elle a les cheveux des mêmes couleurs que les Targaryens? Donc voilà, on essaye de traiter les deux aspects, les deux volets dans ce genre d'articles. Et on va essayer d'en faire un à chaque épisode. Voilà, en complément des Twitch, en complément de nos autres articles et dans les livres alors, hein, qui vont, eux, par exemple, plus s'appuyer sur d'autres aspects et les développer plus en détail. On a aussi un article sur Balerion, hein, la Terre Noire, dont on voit le très beau crâne dans cet épisode. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à parcourir le blog. Hein, il y aura plein d'articles pendant cette période de House of the Dragon. Alors, on me dit que j'ai la même voix que la Citadelle, mais je sais pas ce qu'est la Citadelle. Du coup, ça me. C'est un youtubeur Game of Thrones. Ok, bah alors non, je suis désolé, Voilà. c'est pas moi, mais apparemment j'ai la même voix que lui. Voilà, je sais pas quoi Non, dire et de puis tu leur ressembles pas, donc non. Non, désolé. Et dernier article peut-être, oui, voilà, le décryptage du générique. Bon, on en parlera un petit peu plus dans ce live un peu plus tard, mais le détail complet est sur le site aussi, fait par Babar également. Donc allez le lire, c'est Voilà. bien, tout ça. Ah bah, dans les articles légers, il y a le racluromètre quand même, Il y a le qui va être racluromètre. réévalué toutes les semaines, Alors, savoir j'allais qui en est la parler. pire ordure à la fin de la saison 1, quoi. Merci pour la magnifique transition. Mm. Il y a des articles un peu plus légers, donc le racluromètre et le bingo dont j'ai vaguement parlé tout à l'heure. N'hésitez pas à le mettre, on le met aussi à jour régulièrement en fonction de ce qui se passe dans les épisodes précédents. Donc en gros, le week-end, c'est les articles légers, les cocktails, le bingo, les raclures. Et le reste de la semaine, c'est de la lecture pour bien vous accompagner dans la diffusion
de la série. Et dernière petite info avant qu'on commence vraiment sur l'épisode, l'énorme nouveauté annoncée par HBO, la saison 2 a été annoncée. Ah, oh, j'étais là, merde, j'ai raté T'as raté un le truc. mec. En fait, Je sais non, pas, ils ont pas du annoncé tout. ça comme si c'était une énorme nouvelle, alors que bon, Non, on s'en doutait What- depuis février. Ils What disent a que... surprise! Bon, voilà. le contrat a été Mais étonnant, après, quoi. c'est officiel. Oui, voilà, ils ont Oui, officialisé. oui. Des fois qu'avec Non, 10 par millions contre, de personnes le premier jour, on en doutait encore. voilà, non, mais par contre, ce que cette nouvelle, en fait, peut aussi dire derrière, c'est que les autres projets de préquel dans l'univers Game of Thrones, je pense que du coup, ils sont plutôt bien partis pour être commandés, vu le succès de House of the Dragon, en fait. Après, combien seront commandés, combien seront abandonnés, on verra ça. Il y a des rumeurs qui disent que Snow est déjà en cours, mais Oh non, pitié. bon, ça se base sur pas grand-chose. Hein. Ça se base, je crois, sur le showrunner de Gunpowder. Ça doit exister, ça, oui, c'est ça. Le truc sur Guy Fawkes qui avait fait Kit Harington a été embauché par HBO pour faire une mini-série et les gens extrapolent là-dessus. Mais du coup, t'es là. Oui. Oui, enfin bon, pas que Game of Thrones chez HBO à un moment. Il peut aussi faire autre chose. Pas... Il a le droit de faire des choses bien, par exemple. Voilà. Pardon. Oui, parce que Gunpowder, je crois que ça n'était pas très bien. Mais je n'ai pas vu, donc je me garderai bien de juger. Mais j'ai pas eu des échos très positifs de ça. Bon, avant de dire d'autres horreurs, Mm. on va basculer sur l'épisode. On va attaquer. Ça nous fera divaguer trop longtemps. Un truc qu'on a vu, du coup. Voilà, un truc qu'on a vu, dont on peut parler. Et là, si on dit de les méchancetés, ça sera normal. Bon, du coup, opinion générale, qu'est-ce qui veut se lancer en premier sur l'épisode? Comme vous voulez, alors. Bah, Babar. Bah, vas-y. Moi, ok. Ouais, ok. c'est moi qui choisis. Alors, bah, du coup, moi, j'ai bien aimé l'épisode dans sa globalité. Je dirais même plus que je l'ai préféré au premier. Pour plusieurs aspects, mais notamment pour un aspect qui est que le premier, étant donné que j'avais passé mon temps à éplucher toutes les bandes annonces, toutes les images promotionnelles, etc., le premier, c'était une accumulation d'images déjà vues et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Au deuxième visionnage, ça a été mieux. Mais sur le premier, vraiment, je suis restée à côté. Alors, j'avais bien aimé les idées, j'avais bien aimé certains trucs. Mais voilà, le premier m'avait laissé un peu plus de marbre. Là, le deuxième, j'avais vu moins d'images et je me suis plus laissée porter par la chose. Donc j'ai bien aimé, les acteurs toujours au top, les costumes toujours magnifiques. J'ai bien aimé le fait que la série prenait le temps un peu plus de se poser aussi que dans le premier épisode. Alors oui, bon, c'est vrai que ça va vite, on est d'accord. J'ai Mais il y a pas tout à certaines fait la même opinion là-dessus, mais oui. Ouais, mais du coup, je trouve que sur certaines scènes, disons qu'il y a plus le temps de se laisser temps à l'émotion. Tu vois, sur le premier épisode, la mort d'Aemma qui switchait direct sur la mort du bébé, sur la crémation, etc. Enfin, c'était expédié en 2 coups de cuillère à peau. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes comme par exemple celle du septuaire où on se posait un peu plus et on essayait d'un peu plus installer une ambiance. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai bien aimé le rappel d'une thématique très martinesque qui est celle des personnages qui sont absolument enfermés par leurs devoirs. Hein, ils ont des devoirs, etc. et ça les bride totalement, ça les enferme. J'ai aussi plutôt apprécié, on va dire, le fait qu'il y ait moins de visualisation de la sexualité et de la violence. Alors, j'ai pas de problème particulier avec la violence ou la sexualité dans les films. J'ai plus de problème quand c'est montré de façon un peu trop gratuite. J'avais trouvé qu'il y avait une exagération dans le premier épisode. Je comprenais le pourquoi de cette exagération. Bon, j'avais un peu moins aimé et du coup, je me suis dit que ça faisait du bien en fait dans cet épisode 2 aussi de montrer qu'on pouvait faire de la caractérisation de personnages et une histoire intéressante et tenir les spectateurs sans avoir besoin de surenchérir sur la violence et sur la sexualité. Donc voilà, c'était un petit point à souligner. Ok, bah merci. Et du coup, Chris, tu disais que tu avais un avis complètement. Ouais, mais opposé. alors moi j'ai un truc, c'est que je pense que le générique m'a gâché tout le reste de l'épisode. Du coup, m'a globalement fait un ressenti tellement négatif
que du coup, tout ce qui arrivait derrière, ça remontait petit à petit, mais c'est pas remonté jusqu'au débit initial, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu dommage parce que l'effet de surprise et de waouh, c'est cool du premier épisode sur moi avait plutôt bien marché. Et du coup, c'est un peu con. Après, il y a des choses que j'ai trouvées chouettes, mais dans l'ensemble, il y a. Je sais pas, pour le coup, moi, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans et je pense que c'est le fait qu'une fois que tu as enlevé les deux génériques, l'épisode il fait 45 minutes. Après les 1 heure qu'on a eu la semaine dernière, et ben, il m'a manqué le quart d'heure, quoi. Vraiment de plus pour être vraiment dedans. Du coup, le temps de rentrer dedans, de passer par-dessus le générique, de rentrer dedans, et bah, du coup, c'était fini. Donc, c'était un peu dommage. Globalement, il y a plein de choses que j'ai bien aimées, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on va revenir. J'ai trouvé ça. En fait, je trouve qu'on est vraiment revenu. Autant le premier, c'était vraiment on va dire tiens, voilà un peu mon CV, ma lettre de motivation, tu vois. Là, on est au premier jour dans l'entreprise, quoi, un peu. C'est un peu ça, tu vois. Tu commences à vraiment C'est-à-dire, travailler. ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le reste, c'était que du démonstratif, que de la démonstration. Et là, on commence à avoir un truc plus goth, du coup, c'est-à-dire plus des dialogues, des machins, des personnages qui parlent entre eux. Donc, à la fois, c'est cool et à la fois, c'est un peu la limite, je trouve. Mais tout est là-dessus, je trouve, sur House of the Dragon. C'est-à-dire que tout est en limite de quelque chose. C'est-à-dire que quand c'est bien, c'est toujours à la limite de devenir pas bien. Et quand c'est pas bien, c'est toujours vraiment à la limite de devenir bien. Donc on est vraiment sur un espèce de fil un peu étrange. Et le deuxième épisode va un peu là-dedans, je trouve. Après, voilà, non, c'est toujours, comme tu as dit, hein, c'est toujours joli, c'est toujours chouette, c'est toujours bien fait. Voilà, on aura l'occasion de détailler ça, donc je vais pas rentrer trop dans le détail. Et toi, Eusor, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Si je dis un petit peu des deux, ça compte ou pas? C'est la facilité. Non, Je pense que c'est une réponse valide de modérateur. Oui. non, j'ai bien aimé l'épisode, j'ai bien aimé que ça prenne son temps et j'ai trouvé qu'ils arrivaient à exposer une situation qui est quand même complexe et ils font un passage en 2 épisodes, on balaye 3-4 ans, à peu près. En 2 épisodes, non, il y a 6 mois entre les Dis-moi. deux. C'est précisé au Non, début. mais genre, entre le premier épisode, il y a quand même le Conseil de 101 et Ouais, mais ouais, alors ça, c'est jusqu'à la vraiment. fin 105, ouais, c'est vrai, Ça, bon, je trouve que c'est différent parce que pour le coup, tu as c'est vrai que c'est pas tout à fait Conseil de pareil. 101, c'est l'équivalent du prologue du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que tu es là, oui, bon, ok, ça c'est. Tenez, voilà une situation d'introduction pour pas que vous soyez largué plus tard, mais globalement, Laisse-moi c'est pas exagérer un cette petit peu, histoire-là, s'il te plaît. c'est pas cette histoire-là qu'on va vous raconter, quoi. Tu vois? Non, ça met en place les choses. Mais bon, Ouais, 6 mois ou d'un an, enfin, il y a une grande période à passer en revue, et ça arrive à quand même expliquer les choses, à passer les personnages sans trop faire catalogue. On met en place les choses petit à petit, et les gens qui ont pas lu Feu et Sang, des retours que j'ai, comprennent quand même ce qui se passe, et sont pas perdus au milieu de 50 000 blondinés qui ouais, s'appellent tous alors. pareil. Et ça, rien que pour ça, je suis assez content que cet épisode prenne un peu le temps de mettre en place, parce qu'on sait que derrière, ça va être bataille de dragons à tout va. Après, je trouve que tu vois, c'est un peu, à la fois l'intrigue, elle est quand même beaucoup plus simple, je trouve, que Game of Thrones. Et du coup, c'est là que je te dis que c'est un peu la limite du truc pour moi, c'est-à-dire qu'à aucun moment, comme l'intrigue, elle est méga simple, à aucun moment, je trouve que tu peux basculer sur autre chose à un autre moment. Tu vois, il y a pas, tu vois, dans Game of Thrones, si ça te faisait un peu chier d'être à Port-Réal, tu pouvais toujours te dire, ah bah un peu plus tard, je vais être C'est avec vrai, Arya dans le conflant, tu vois. Donc, au hasard. alors que là, comme vraiment tout converge dans le même sens. On est sur quelque chose d'assez linéaire, somme toute, mais c'est logique. Et je trouve qu'on a quand même un petit côté un peu factuel, quoi. C'est-à-dire que, mais bon, j'espère vraiment, en fait, l'opinion que j'ai sur les premiers épisodes. Le premier, il avait l'avantage pour lui d'avoir une espèce d'unité de temps et d'action, tu vois. Genre vraiment, c'était le moment du tournoi et tout gravitait plus ou moins autour à une journée près, quoi. Là, on a une ellipse, on a des moments qui se passent après un peu encore en ellipse aussi, puisque à un moment, il y a quand même un voyage en bateau. Je trouve que du coup, ça s'enchaîne beaucoup. Tu vois, quand Babar disait que ça se posait, moi je trouve qu'en même temps, ça se pose et ça s'enchaîne. C'est-à-dire que finalement, le voyage en bateau à Père-Dragon, j'aurais bien aimé avoir une scène sur le bateau, quoi, au milieu, pour qu'on me remette de la temporalité, justement. Donc, je pense que c'est un peu le problème qui va être inhérent aux 5 premiers épisodes. J'ose espérer qu'une fois qu'on aura passé ce cap-là, qu'on sera dans une temporalité où les personnages seront, où les visages de Rhaenyra et Alicent seront définitifs, tu vois, on Oui. aura de nouveau quelque chose de un poil plus posé, un poil moins factuel, parce que là on est toujours, même s'il y a un peu plus de chair, on est toujours dans de l'exposition finalement. Mais ça, c'est assez enfin, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est Ouais, vraiment vas-y, vas-y. des sujets d'exposition, donc il faut Oui, tout oui, mettre en oui. place pour ensuite avoir le droit à une bataille de dragons sur un épisode entier. Ouais.
Il y a Marjo dans le chat qui dit que aussi la variété des lieux de Game of Thrones manque un peu à la, Oui, à la narration. Il n'y a pas d'ordre, Ouais, du j'avoue coup, que comme c'est moins varié. Pardon. Et je comprends tout à fait. Après, moi, je m'attendais complètement à ce que ce soit ça, en fait. Oui, et à ce oui. que ce soit full donjon rouge. Moi, je m'y c'est une narration qui est faite pour Moi, je m'y ça. attendais. Moi, je m'y attendais, et en même temps, il y a des trucs que je trouve un peu tristes, tu vois. C'est-à-dire qu'à la fois, la séquence à Père Dragon, je l'ai trouvée assez cool, et en même temps, c'est du studio, quoi. Du coup, ça fait un peu chier. D'un côté, tu as des plans que tu n'aurais jamais eu dans Game of Thrones parce qu'ils sont en studio, et en même temps, tu te dis, quand ils sont tous sur leur petit ponton, on n'est pas très loin de 300 quand même. Donc, ouais. Après... du coup, c'est un peu la limite. Tu vois, mais c'est comme je te dis, hein, c'est toujours un peu sur la limite, et du coup, On en reparlera tout à l'heure de cette scène-là. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, c'était vraiment pour une histoire de ressenti que j'en parlais, hein, c'était pas plus. On demande à peu près vers quand on devrait voir Alicent et Rhaenyra adultes. Christelle tout à l'heure. C'est milieu d'épisode. Enfin, c'est milieu de série, pardon. C'est à peu Ouais, près. c'est ça. Ce que disait Chris tout à l'heure, épisode 5, 6 peut-être. C'est ça. Je crois que j'ai une source qui me dit épisode 6, mais je suis pas sûr. J'ai un doute. On a perdu Babar un petit peu, ça va peut-être revenir. Ah, vous m'entendez ou pas? On t'entend, mais ta vidéo est un peu particulière. Oui, effectivement, ouais, t'as disparu. Tu peux l'enlever là, mais ça sera très bien. Non, mais en fait... T'avais une opinion trop positive de l'épisode pour moi. Ouais, c'est ça, Twitch n'a pas aimé, du coup, Non, mais si on m'entend toujours, je vais hanter, en fait, ce Twitch. Voilà. Oui, effectivement, je confirme. Il y a bien ton nom, mais tu n'as pas de visage. Je pense que si tu enlèves ta vidéo et que tu la remets, ça doit bien se passer. On va passer à la partie décryptage, si vous voulez. Ouais. Pendant que Babar hante le... C'est bien parce qu'en plus, c'est écrit cette partie-là, non? C'est ça, exactement. Voilà. Alors, attends, je coupe, je reviens, c'est bon, je suis là. Non. Tu veux ça revient. Non, mais de toute façon, c'est ou l'un ou l'autre ce soir. C'est tout parfait. Ouais, non, on a eu quelques petits problèmes techniques, c'est bon, c'est revenu. Ah, c'est bon, je suis là. Oui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, du la coup, garde de nuit et la technique, c'est toujours pas ça. Tu sais. Cet épisode est passé à pas grand chose de pas se faire. Du coup, voilà. Tout ce qui peut arriver maintenant sera moins pire que ce que ça aurait pu être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, et même si vous allez jusqu'au bout, mettez des petits applaudissements dans les commentaires pour remercier Heather, qui était jusqu'à 2h moins 10 sur son écran hier pour essayer de résoudre tous les problèmes. Ouais, vous pouvez mettre plein d'applaudissements dans le chat aussi, comme ça. Voilà. Tout ça pour avoir des commentaires gratuits, c'est gentil. Oui. Non, et puis c'est aussi parce que le monde t'aime, Heather. On ne comprend pas forcément ta passion pour Stannis, mais on t'aime quand même. Je suis pas fou, ma maman m'a fait tester. Je vais juste aller allumer la lumière, j'arrive. Donc, Babar, en attendant, tu peux faire ta... Toi, tu veux parler de ce moment-là? Ma présentation. Du coup, alors pour ceux, vous avez tous vu l'épisode évidemment, hein, mais du coup, c'est une scène qui arrive à 3-4 minutes, début de l'épisode. C'est le moment où en fait Rhaenyra va aller choisir le nouveau membre de la garde royale, puisque c'est Ryan Redwine, qui était le Lord commandant de la garde royale, qu'on avait aperçu dans l'épisode 1, mais qui n'avait jamais été nommé. Il est décédé, et donc ça libère une place pour. Ah oui, j'ai trouvé ça très brut. J'ai pas revu l'épisode, donc vraiment, je suis resté sur ma première impression de lundi soir. Et j'ai trouvé ça très très brutal, tu sais, genre. Début d'épisode, t'es en pause générique de 2 minutes. Ah, le Lord commandant est mort. Ah, ok. Bon. Après, Ryan Redwine, il n'a pas été non plus. On était juste là pour dire. Non, mais bon. C'était le deuxième vieux le vieux pas connu de l'histoire de l'épisode d'avant. On n'a pas eu le temps de s'attacher trop à lui, oui. Non, ça va, tu vois. Et du coup, il y a Corlys qui arrive dans le conseil restreint en mode ultra vénère. Parce qu'il s'est fait choper un bateau sur les degrés de pierre. Et il demande l'intervention du roi. Le roi dit on va se calmer de suite, je ne veux pas déclencher de guerre. Et Rhaenyra, en fait, qui a été nommée héritière et qui est pourtant toujours échanson, c'est-à-dire que c'est toujours elle qui va porter la coupe, porte-coupe. Elle n'a pas du tout vu son statut évoluer au sein du conseil restreint. Elle n'a pas plus voix au chapitre. Elle intervient et en fait ça super dans l'assemblée et Otto décide, avec son père disent écoute, si t'allais pas voir ailleurs pendant que nous on discute entre gens sérieux de guerre et de diplomatie. Et du coup elle va aller choisir ce garde royal. J'ai trouvé la scène intéressante parce que alors elle arrive, déjà il y a un petit clin d'œil
Il y a un petit clin d'œil. Alors, il faut que je rallume ma caméra et que je la rééteigne. Hop, voilà. Donc, il y a un petit clin d'œil à Game of Thrones puisque ça se passe dans la salle de la carte. On voyait la carte de Westeros qui était peinte, a priori, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Voilà, et ce que j'ai trouvé plutôt bien parce que là, pour le coup, on te le met pas en plein milieu du visage. On te dit pas, regardez, c'est Game of Thrones comme on montrait le poignard en fait de l'épisode 1. Là, c'est quand même beaucoup plus subtil, donc c'est très sympa. Après, on te l'avait remontré dans l'épisode 1, ce truc. On avait eu droit à tous les plans qui te remontraient les lieux dans l'épisode 1. Je trouve Ouais. celui-là en faisait partie, quoi, du coup. C'est vrai. Mais voilà, du coup, ça, j'avais bien aimé. Et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est que Rhaenyra, même si on va lui faire prendre sa première décision, c'est vraiment la première décision qu'elle prend depuis qu'elle est héritière. Et c'est une décision importante, parce que garde royale, ça va quand même être la personne qui va protéger le roi. C'est pas rien. Et pourtant, même si on lui laisse le choix, elle est entourée d'autres personnes qui vont essayer de guider son choix. Donc Harold Westrelin sur sa droite, donc qui est le Lord Commandant, le nouveau Lord Commandant, Otto Hightower qui vient subrepticement... Il arrive en cours de partie, lui, un peu... Ouais, au tout début. Et Rhaenys qui observe en mode j'observe et je juge un peu quand même. Je vois comment tu t'en sors. Donc déjà, rien que sur le symbole, j'ai trouvé ça intéressant que c'est une héritière qui reste quand même encadrée. Alors oui, elle a de l'apprentissage encore à faire, mais elle reste quand même encadrée et guidée. J'ai aimé l'idée d'avoir mis les espèces de pions que vous avez en bois. Bon, outre l'aspect hyper commercial sur lequel moi je vais plonger peut-être la première parce que je suis un gros il y a des trucs qu'ils n'ont jamais commercialisés dans GOT. Si, ils avaient commercialisé les trucs qu'ils posaient sur les cartes là tout le temps, ouais. Si. Oui, bien sûr. Et outre ça, je trouve que ça renvoie vraiment à cette idée de jeu et de jeu des trônes. Et ça nous rappelle aussi que cette décision-là, elle va avoir une importance pour le futur jeu des trônes. Voilà, sur l'aspect. Ouais. Alors après, moi, sur l'aspect mise en scène, là, du coup, je trouve ça assez cool d'avoir l'objet, et en même temps, je le trouve un peu inutile. C'est un peu étrange, tu vois. Je trouve ça assez cool qu'il soit là. Après, tu te dis, ah ouais, donc à chaque fois qu'on choisit un garde royal, on sort la petite table, on fait le petit truc qui était là, c'est un peu débile, quoi. En vrai, il y a des fois où il y a des gardes royaux qui n'ont pas été choisis du tout avec ce mode opératoire, tu vois. Normalement, ils ne changent pas tous les 4 matins non plus, donc il faut... Non, mais mais je me dis, ça fait un peu bizarre de se dire qu'il y a un objet qui a été préparé pour cette scène-là, tu vois, alors que en soi, même, parce qu'en fait, si tu veux, l'objet, il est mis entre les deux personnages, mais il est même pas visible, tu vois, je suis d'accord. Quand même, il passe un plan dessus, etc. Non. Et c'est un dévoilement, en fait. C'est pas que c'est pas visible, c'est pas que c'est pas visible des spectateurs. C'est que justement, l'objet, il est fait pour les spectateurs, tu vois, plus que pour la cohérence d'univers. Alors, je suis pas le dernier à dire que la cohérence d'univers, si ça sert l'œuvre, c'est bien. Mais là, pour le coup, je me suis dit, attends, mais ce plateau, les chevaliers ne le voient jamais, tu vois, quelque part. Et j'aurais trouvé ça intéressant, qui est quand même un truc, parce qu'au final, ils font que remplacer un peu les statuettes, si je dis pas de conneries. Oui. Et il n'y a pas vraiment de jeu lui, il avance d'un point, tu vois, parce que... oui, quand même, j'ai trouvé qu'il y avait un petit rappel de ça, en fait. Et au moins avec la symbolique du placement d'un pion. On prend un pion, on le déplace, etc. Et je trouvais que ça faisait un petit écho à ça. Et l'autre point aussi que j'ai aimé dans cette scène, c'est que du coup, c'est une façon un peu... Alors, facile, je ne sais pas, mais au moins c'est assez efficace de montrer que tu es quand même dans un univers où il y a plein de maisons différentes. Et ça, c'est un truc qui nous avait cruellement manqué dans les dernières saisons de Game of Thrones. On avait l'impression qu'au jardin, par exemple, tu vois, dans le bief, il n'y avait que les Tyrell et personne d'autre. Et après, là, je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont... C'est la continuité de ce qu'ils ont fait dans l'épisode 1, quoi, avec le tournoi, je trouve, du coup. Je suis d'accord, mais là, j'ai bien aimé aussi le fait qu'on montre les blasons de ces différentes familles de façon très colorée, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait des couleurs. et sur leur tabard, parce que ça s'appelle un tabard, ce qu'ils portent, on voyait vraiment assez clairement leur maison, leur couleur. Et on peut noter que Criston Cole est le seul qui n'a pas de tabard et qui n'a pas d'écurie. Donc là, on a aussi la voix du roturier qui arrive dans ce jeu-là et qui va venir et qui finit par être choisi. Voilà. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, en fait, c'est une scène que j'ai trouvée alors pas forcément marquante, parce que c'est pas une scène qui va me marquer, qui va m'emporter ou quoi que ce soit, mais que j'avais trouvé bien construite, bien pensée et sur laquelle on pouvait dire beaucoup de choses. Voilà. Je suis en train de lire le chat sur les discussions figurines Warhammer, oui ou non, de Viserys.
Donc désolé Ah pour non, mais Oui, il y a on un est côté, d'accord. non, mais il y a un côté maquette. Je sais pas si, c'était un peu en décalage avec ce que... si Ryan Kandal et Miguel Sapochnik sont des fans de maquettes et ils se sont dit, hey, on a ce hobby, on va le mettre dedans. Non, mais alors, Oui, par non, contre, moi, je vois qu'il y a Lapin dans le chat. Alors, Lapin, c'est notre trésorier. Est-ce qu'on peut acheter une maquette de Valyria et des pions comme ça? Comme ça, on pourra jouer au Voilà. petit faux. N'importe quoi, n'importe quoi. Si, non, si. Adhérez en nombre à la garde de nuit, à l'association, comme ça, on pourra s'offrir ces beaux trucs. Voilà. Abonnez-vous au YouTube aussi, qu'on ait de la YouTube monnaie qui tombe. Moi, j'attends le moment, tu le sens, l'objet de la maquette, on en reparlera, mais On va en parler. c'est juste là pour être démoli, quoi. Mais... Alors, une autre scène qui a été assez intéressante, enfin, plutôt deux scènes en l'occurrence, c'est la mise en opposition qu'il y a eu dans ces deux repas que prend le roi avec une fois sa fille et une fois sa cons- future épouse, on va l'appeler comme ça pour pas être plus méchant, qui sont complètement faites en opposition entre un dîner qui se passe avec sa fille, où en fait on sent qu'ils ont rien à se dire, ça se passe de nuit, on entend le bruit des grillons derrière, dans les deux cas il n'y a pas de musique, mais on entend juste le bruit des grillons, et c'est extrêmement gênant comme situation. Chaque conversation Qu'est-ce qu'il y a, genre, tu t'es jamais retrouvé en face de ton père à devoir te dire, ah mince, mon assiette est finie. Qu'est-ce que je viens de pouvoir raconter? Bah, à ce point-là, non, quand même, ça se passe mieux. Et je trouve ça intéressant de faire ces deux, même la distance qu'ils ont entre eux. Là, on a la table de 4 km de long entre le Viserys et Rhaenyra. Et les chaises qui occupent des places Ouais, de personnes, en fait, entre eux, quoi. il y a la maquette au-dessus c'est un peu Valyria qui les domine. Enfin, on peut faire de la psychologie pendant longtemps comme ça, mais il y a quand même la maquette qui Ah, est devant. moi, je vois ça plus comme au milieu entre eux. Sur la première, il y a l'héritage, tu vois. Ouais. L'héritage de Valyria entre eux qui les sépare finalement un peu. Ouais. Alors sur la Alors que dans deuxième l'autre, scène, la l'héritage maquette est de vraiment Valyria est mis balancée de côté, derrière. tu vois. Tout à fait. Et puis ils sont plus proches. Enfin, tout est à l'opposé, quoi. Il fait jour, il y a des petits oiseaux qui chantent derrière, il fait jour. La discussion se passe bien et on sent vraiment les deux facettes du roi et la difficulté qu'il a à parler avec sa fille, alors qu'avec Alicent, ça se passe très bien. Et ce qui expliquera, on en reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais sans doute son choix de choisir Alicent comme future épouse, comme deuxième épouse, plutôt que une autre, et au hasard une Velaryon. Donc j'ai bien aimé cette Mais façon de faire communiquer les deux scènes. ouais, et puis comme tu disais, il y a des chaises vides. Et tu sens, du coup, c'est là pour te rappeler que Aemma est pas là. Et quelque part, Daemon n'est pas là non plus. Mm. Je pense que Daemon, ils l'ont pas trop montré, mais il y a quand même un pont, on va dire, entre le père et la fille à ce niveau-là. C'est-à-dire il y a son frère quand même qui est assez proche de Rhaenyra. Et tu te dis, bon, effectivement, si le tonton et la maman sont plus là, en fait, ces deux personnes n'ont rien à se dire, quoi. Bah, le rôle de Daemon, justement, comme pont entre les deux, c'est ce qu'on voit pendant le moment de la crémation d'Aemma, en fait, hein, justement, où il a ce rôle-là. Tout à fait. Voilà. Sur le chat, on dit que. Enfin, Sifou nous dit que Alicent drague le roi. Est-ce que vraiment elle la drague? Est-ce que vraiment c'est ça, ou est-ce qu'elle est juste prisonnière de son passive un peu, père? quoi, mais Bah, tu sens qu'elle est pas heureuse d'être là, franchement, et les scènes avec son père plus tard montrent que franchement elle en veut vraiment à son père de la foutre entre les griffes du roi. En même temps, je pense qu'elle a quand même une certaine affection, alors pas amoureuse ou quoi que ce soit, mais pour le roi. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a une sorte de renversement de certains codes du fait de faire la cour à quelqu'un. C'est que là, c'est la femme, Alicent, qui offre un cadeau au roi. En l'occurrence, la statuette de dragon qui a été réparée. Sur des Warhammer. Voilà. Exactement, la statuette Warhammer. Et j'avais trouvé ça intéressant. Après, tu sens que Alicent, franchement, moi, je l'ai pas du tout interprétée comme quelqu'un qui avait envie d'être là, tu vois. Elle est là, elle est stressée, tu vois. À chaque fois qu'elle s'arrache les ongles, de toute façon qu'elle se gratte les ongles, c'est qu'elle est stressée. Ça a été vraiment introduit dans l'épisode 1. Et c'est un code qu'on retrouve dans tout cet épisode-là. Ouais, mais peut-être un peu trop, tu vois. Pour le coup, sur les mains, je trouve que c'est bien que tu t'en aperçoives en tant que spectateur. C'est nul que les personnages te le fassent remarquer, quoi. Voilà. Mais une fois de plus, c'est ce que je te dis, c'est un peu la limite c'est toujours le. Il y a une espèce de truc en dosage, je trouve qu'ils n'arrivent pas à choper, que Game of Thrones avait un peu plus sur les premières saisons, je trouve, pour le coup. Okay. Mais cela dit, les trois acteurs dans ce triangle-là étaient quand même hyper bons. Je trouve que l'actrice qui joue Alicent jeune est un peu en retrait par rapport aux deux autres. Ouais, mais on verra. En même temps, les deux autres prennent plus de place. Je serais curieux de voir
une fois qu'elle sera installée en tant que reine, comment l'actrice va se débrouiller. Oui, effectivement, on fait remarquer aussi dans le chat le fait que Alicent répare un dragon. Moi, je le vois comme un gros truc ironique quand même. Tiens, je t'offre un dragon réparé. Elle répare le petit cœur de Elle Viserys. répare le roi, Voilà. c'est ça la symbolique. Ouais, enfin, Donc, la suite, voilà. Ne spoile hein. pas, voyons. Ne spoilons pas, laissons un petit peu d'innocence dans tout ça. D'accord, mais oui, je suis d'accord que oui. Il va se marier avec une fille de 14 C'est bien, ans, c'est noté. soyons dans l'innocence. Voilà. Voilà, donc on peut... Celle-là était là, ok, petite erreur de ma part. c'est C'est la même en 2 fois. ça. Voilà. C'est vraiment pour pas que j'ai travaillé pour rien, quoi. Désolé, c'est ma faute. Bon, on passe aux scènes marquantes, sauf si vous avez encore quelque chose à dire sur les 2 précédentes petits décryptages. Non, je pense que Marcus, tout a été dit globalement quand même. Non. Eh bien, Relation pansement. allez, c'est une belle transition maintenant, c'est... On sait faire des montages maintenant, on en profite. Ouais, ça c'est le truc que moi j'ai choisi, ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, exactement. À toi de parler. C'est là où il faut c'est à que tu mon sois tour. intéressant maintenant, vas-y, on t'écoute. Ouais, c'est ça. Non, c'est sur ce que j'ai trouvé cool dans l'épisode, c'est que... Alors, ce que j'avais déjà trouvé cool dans l'épisode 1, du coup je reviens un peu dessus, j'avais trouvé ça intéressant, ça m'avait surpris qu'il mentionne la triarchie dès le premier conseil restreint, quoi. Ça m'avait plutôt surpris en bien en termes d'amener un antagoniste dans l'histoire, parce que c'est quand même globalement des personnages qui sont un peu tous d'accord dans les premiers épisodes. Et même s'il y a des dissensions, ils sont quand même OK pour que Westeros, ça reste aux Targaryen, quoi. Et du coup, voir arriver l'antagoniste dans cette espèce de silence avec beaucoup de mise en scène, beaucoup de choses, je trouvais que c'était cool parce que c'est une iconisation qui avait été un peu ratée par Game of Thrones. Que ce soit pour ne citer que lui, Euron Greyjoy, ou même pour le Roi de la Nuit, je trouvais que ça n'avait pas été réussi. Je trouve que là, on a quand même quelque chose qui arrive à s'installer. On a des scènes où on voit au début, on voit juste des mecs se faire bouffer par des crabes, machin, tout ça. Le personnage se tait, on le voit de dos, on le voit en très gros plan. Il est marqué, il a du sel plein la tronche, il a la peau défoncée. Et je trouve que ça amène quelque chose. Et j'espère qu'une chose, mais je sais que je vais être déçu, c'est que dans son affrontement avec la personne qui est à gauche, donc Daemon, qui est un peu révélé de la même manière, et la manière dont ils font l'antagonisme avec eux, l'antagonisme, la manière dont ils prévoient que les deux personnages vont être adversaires, j'aimerais beaucoup que Kragar laisse une marque sur Daemon, parce que le physique du personnage est tellement marqué que je trouverais ça intéressant que tu ne puisses pas, je spoil un peu, mais que tu ne puisses pas t'attaquer au degré de pierre sans physiquement le sentir, quoi. Tu vois. Et je pense que ça va un peu dans ce sens-là, quelque part. C'est ce qu'ils ont un peu essayé d'amener. J'espère qu'ils en feront quelque chose de bien maintenant, mais en tout cas, où j'espère aussi qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de temps, mais qu'ils vont essayer de réussir à révéler, peut-être en un plan, tu vois, l'humanité du personnage, quoi. Mais pour pas en faire... Parce que là, on est quand même dans un personnage... Bon, moi, j'aime bien, c'est un peu un truc de réalisateur, tu vois, mais je trouve qu'à la fois, on est aussi dans quelque chose de très facile, c'est-à-dire le méchant, il a un masque et il est méchant, quoi. Donc, il est complètement déshumanisé. On est bon, du coup, voilà, c'est ce qui marche avec Dark Vador, c'est qu'à un moment il enlève son masque et qu'il est humain, quoi. Donc à un moment, j'espère qu'ils vont réussir à faire ça. Maintenant, est-ce que la timeline va leur laisser l'occasion? Je ne le crois pas. Ceci, je pense, c'est un vœu pieux finalement. Ouais, ce dont j'ai un peu peur aussi, c'est que du coup, parce qu'on est d'accord que c'est une iconisation forte. Enfin, vraiment, on met la pâtée sur ce personnage. Qu'il le fasse de façon très marquante, en fait, pour juste l'évacuer le prochain épisode ou l'épisode 4, tu vois. J'ai un peu peur qu'il soit trop éphémère et que du coup, il n'y ait pas le temps. Après, s'ils le font, cette humanisation, je pense qu'ils le feront à travers le prisme de la douleur et de la souffrance. Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être un mec qui a quand même un petit poil souffert. Donc c'est peut-être par là, ou de la perte de ses hommes, ou un truc dans le genre, mais enfin voilà, par ce biais-là, je pense qu'ils veulent essayer de créer quelque chose. Après, il y a un côté chien fou dans les deux cas que je trouve intéressant, c'est-à-dire que Daemon, il va se retrouver en face de ce qui pourrait devenir de pire, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de dire que c'est pas la triarchie qui envoie Kragar, mais c'est lui qui est en mode je leur prends des sous et je fais n'importe quoi avec. Ouais, comme Daemon le fait avec. Et comme Daemon le fait avec le règne de Targaryen, donc il y a quand même une mise en miroir qui est assez intéressante. Est-ce que du coup, le but, scénaristiquement, c'est que Daemon s'en rende compte et qu'il fasse peut-être je vais pas envie de finir comme ça, quoi, ou pas. Peut-être qu'il va assumer cette part sombre de lui-même, mais du coup, je pense qu'en termes de construction de personnage, c'est intéressant. Après, j'ai peur
Pour avoir vu un peu la durée du prochain épisode. Il dure combien de temps? C'est aussi un 54 ou un 52 minutes, je sais Ah ouais, plus, un c'est truc court. comme ça. Donc du coup, c'est encore très rapide. C'est un court. On va revenir sur des épisodes d'une heure un peu après, mais les deux épisodes 2 et 3, ils sont assez courts. Du coup, j'ai un peu peur que tout ça explose un peu au vol au passage, parce que finalement, on est en train de nous amener tout factuellement pour qu'on ait le Clash of Kings finalement derrière. C'est ouais. Et alors simplement pour la petite histoire, en fait, enfin pour la petite histoire, pas une histoire, mais les 4 images là que vous voyez à l'écran, c'est vraiment là-dessus que se finit l'épisode. Entre l'alternance entre le gros plan sur l'un des deux qui se regardent et ouais totalement en miroir, et ensuite le plan en retour. Et vraiment, enfin c'est vraiment le duel qu'ils installent pour le prochain épisode. Ouais, et puis je trouve qu'il y a quand même un truc. Après, moi, je sais qu'au moment où ça s'est arrêté, j'ai fait ah, ok, ça c'était la fin. Bon. Du coup, je trouvais ça un peu brut, mais pourquoi pas. Après, ouais, j'ai un peu peur. Ah, bon, quelque part, il y a aussi quelque chose qui s'est installé déjà dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus quand même d'effets de montage dans cette série-là que ce qu'on a connu dans Game of Thrones. Paradoxalement, c'est peut-être un peu trop parfois, mais du coup, ça la distingue en tout cas de la série mère de ce point de vue-là, quoi. Peut-être que dans la série mère, on n'aurait eu que le dialogue entre Corlys et Daemon, tu vois, sans insert de ce méchant, quoi. Et puis dans cette scène-là, on a une musique aussi, c'est une des premières musiques un peu différentes qui s'éloigne un peu de Game of Thrones. C'est une musique un peu angoissante qui est mise. Ça rajoute aussi un peu à l'effet. Alors, on a quelques questions dans le chat. On nous parle de grise écaille pour Kragar. Est-ce que vous pensez qu'il a la grise écaille ou que c'est complètement d'autres marques sur son visage? Oui. Ouais, moi je pense que c'est vraiment, il a pris une lame dans la tronche ou un truc comme ça, tu vois, mais j'étais plus dans ce genre d'optique. Mais... Ah, moi j'étais sur la grise écaille. Ah ouais, ok. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est condamné, tu vois, et je pense que ça va. Enfin, d'où l'aspect effectivement hyper souffrance, etc. Il est condamné, il a plus rien à perdre. Hein. Donc voilà. Et ok. Clermont Moi, j'étais pas là-dessus, mais bon. Oui, donc c'est Clermont qui demandait si vous pensez que le mariage et la grossesse de Mysaria soit inventé. On va peut-être voir cette scène-là juste après. Enfin, on parlera pas juste après, on en parlera après. Ouais. Voilà. Et du coup, on va parler de cette scène-là quand même, parce qu'à un moment, on ne peut pas ne pas passer par-dessus. Et oui. Donc Chris, alors tu disais que ça te gênait un peu, que c'était sous forme de... à la fois beau. En fait, je trouve, à la fois c'est très beau, à la fois on n'a jamais eu cette qualité de décor-là dans Game of Thrones, et à la fois tout est numérique. Du coup, c'est la force et la faiblesse à la fois de la séquence, je trouve, c'est que à aucun moment j'ai vraiment ressenti la mer, tu vois, autour d'eux. Et en même temps, l'idée du brouillard, les sorties de brouillard, le fait que le brouillard baisse au fur et à mesure de la scène, qu'il est arrivé dans le soleil, machin, tout ça, c'est des idées qui sont super chouettes. Mais du coup, ça sort un peu la série de notre réalité et de la réalité dans laquelle s'était inscrite Game of Thrones, tu vois. Et je trouve que Game of Thrones parfois arrivait mieux à faire ressentir les éléments sur du fond vert que là. Pour prendre un exemple tout bête, mais quand Jon et Benjen montaient en haut du mur dans les premiers épisodes de Game of Thrones, je trouve qu'on ressentait plus le froid dans ces scènes-là, qui étaient complètement tournées sur fond vert, que là, avec l'écran mandalorien qui sert de palliatif, quoi. Du coup, c'est un peu chelou, quoi. Mais après, la scène est cool. Après, la scène est cool, hein. Voilà, la scène est très bien, elle est très jolie. Après, ils sont un peu alignés sur une ligne bien droite pour bien que ça marche dans les écrans. Quand j'ai vu les deux trucs qui s'avançaient là, ça faisait vraiment, j'avais l'impression de mater 300, quoi. Du coup, et je me suis dit, 300 ça marche. Si tu aimes bien le genre, 300 ça marche parce que c'est le choix, c'est le parti pris de ressembler au comics, et le comics ressemble à ça, tu vois. Là, c'est parce que de toute façon, tu vois, c'est pareil, ils peuvent pas trop dézoomer non plus parce qu'il y a les écrans, et du coup, je sais pas, c'est un peu étrange. Alors après, peut-être que je me fais pas assez emporter, et du coup, je vois la mécanique, mais ce qui est possible aussi. Mais bon, voilà. Après, c'était quand même l'échange entre les personnages était chouette et tout, et ça passait plutôt au-delà pas mal. du visuel, Ouais, c'est ça. Je veux dire, au-delà du visuel, la scène est quand même intéressante pour tout ce qui se passe. Et même la montée en tension, en fait. Tu montais en tension, l'arrivée du dragon. Alors moi, je suis vraiment très fan les dragons sont très jolis. Du travail qu'ils ont fait sur le cri des dragons, enfin sur les bruits des dragons. T'as des espèces de sifflements, ou je sais pas trop comment qualifier ça, mais des théières finalement. Non, mais j'aime vraiment beaucoup parce que c'est
vraiment différent de ce que Game of Thrones Oui, nous oui. avait fait là-dessus. Et ça leur donne une vraie existence. Tu sens que c'est pas que des animaux numériques, voilà, tu sens qu'il y a de la vie derrière. Et pour le coup, j'avais vraiment bien aimé cette espèce de ces cris des dragons, en fait, quand Caraxès arrive, en plus c'est un dragon, j'aime beaucoup le style Son qu'ils lui ont donné. design. Ouais. Tout en serpent, en fait, il s'appelle, c'est le ver sanglant ou le ver, je sais plus son, c'est Blood Rime, je crois, en anglais. Enfin bref, du coup, ça correspond totalement à ce qu'il est, quoi. Après, ouais, Ouais. je trouve qu'il y a des choses qui étaient cool. Après, je pense que sur cette scène-là, j'ai eu un peu le même effet que toi, Babar, sur l'épisode 1, c'est-à-dire qu'en fait, cette scène-là, elle a été vachement utilisée dans les teasers. Et du coup, C'est ce il y qu'il avait dit un plus peu dans trop le de chat surprises, aussi, quoi, finalement. effectivement. Ouais, donc t'as Ça. moins été emporté, ouais. Ok. J'ai moins été emporté, alors qu'au final. Mais après, sur l'épisode 1, tu vois, quand on l'a vu au Rex, du coup, j'étais pas hyper emporté, j'étais en train de vraiment tout découvrir. Et quand je l'ai revu une deuxième fois, je me suis plus laissé embarquer par les émotions. Alors que Ouais. pas sur le premier visionnage. Là, ce serait peut-être pareil, hein, si ça se trouve. Mais après, il y a quand même un truc qui est cool, c'est que je trouve que montrer Otto en armure, Mm. c'est très intéressant, je trouve, d'un Oui. point de vue du. On a assez rarement, c'est un peu comme quand on montrait Tywin en armure, tu vois, il y a un côté. La main, c'est pas juste une éminence grise, quoi. C'est aussi un pouvoir guerrier, quoi. Et j'ai trouvé ça assez cool. Et du coup, il y avait une question que j'avais repérée sur le forum qui me demandait mais qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Otto quand même qui est quand même vachement vindicatif par rapport à Daemon. Bah, c'est ce qu'il cherche, de toute façon. Lui, il est là pour que ça se passe mal, hein. Ouais, mais d'accord, mais en face, il y a un dragon. Enfin, et je pense que Otto est pas bête au point d'oublier qu'en face, il y a un dragon, tu vois. C'est ce qu'il finit par faire. Il finit par dire à ses hommes de surtout pas trop bouger parce qu'il a pas envie de mourir maintenant. Ah, mais il s'attendait à quoi? Tu vois, alors pour le coup, je trouve que l'arrivée de Rhaenyra est belle. Elle fait un peu Deus ex machina. Oui. Complet. Ils vont Voilà. pas tous mourir maintenant, c'est l'épisode 2 de toute façon. Donc, Ouais, attendons mais un petit peu. du coup c'est vrai que in universe, tu te dis, mais alors, Oui, mais du coup, ça caractérise très bien l'antagonisme vraiment à mort, enfin vraiment l'antagonisme à mort, hein, pour le coup, on peut parler, qui est entre les deux personnages. Mais c'est vrai que t'es là, tu mets Otto, en fait, Après- Après, était-il besoin de le remontrer après l'épisode 1 où on t'avait quand même mis les deux qui se balançaient des fions au conseil restreint, Daemon Ah, mais il se balance des qui fions. choisissait le Hightower pour lui éclater la gueule et qui après allait demander la faveur d'Alicent. Je trouve que du coup, c'est un peu étrange d'avoir Otto qui arrive vraiment à se maîtriser tout le temps. Là, il se maîtrise un peu moins, quoi, quelque part. C'est le fait d'avoir Après, une il a épée le à la pouvoir du roi derrière lui, hein, mais bon. Est-ce que c'est suffisant pour justifier ça? Je sais pas, moi je trouve qu'on a justement on a eu une gradation en fait dans l'antagonisme entre les deux et dans la haine qu'ils peuvent se porter, tu vois, parce qu'effectivement avant ils se tapaient dessus, c'était à coup de bon, ok, d'accord, il a un petit peu maravé son héritier à Otto, mais c'est légal, ça. mais voilà, je trouve qu'on est passé dans un stade en fait, enfin tu sais, en termes de gradation entre les deux. Voilà. Après, il y a aussi un côté le roi n'est pas là, les dragons dansent, quoi, finalement, tu vois. Tant qu'il y a Viserys au milieu, Ouais. ça se limite à s'envoyer des fions. S'il est plus là, est-ce que on peut pas en venir aux armes, quoi? Il y a Wiki d'Ourson qui dit que en fait c'est pour essayer de pousser Daemon à la faute parce que s'il attaque la main du roi, il déclenche une guerre. C'est possible aussi, hein. Ouais, je vois pas non plus l'intérêt de déclencher une guerre derrière, tu vois. Mais Surtout C'est un peu étrange, c'est un peu un move bizarre de dire je vais déclencher une guerre et je vais essayer de caser ma fille comme reine. Comme ça, tu te dis ouais, c'est un peu tôt pour essayer ça, je trouve, pour essayer ce move-là, je trouve. Il devrait il est venir, de mèche, il est de mèche avec les maîtres en fait. Il veut débarrasser le truc des targues et. Après, il y a aussi un effet, je pense juste, il se déteste, c'est viscéral, c'est-à-dire qu'il maîtrise pas forcément tout ce qu'il dit, juste il se déteste. Et dès qu'il le voit, il peut pas s'empêcher de l'agresser. Après, je pense que la manière dont la scène est tournée aussi, ça te fait un effet. Quelque part, on est dans quelque chose de très ouvert et on est dans un espace qui est très anxiogène. C'est-à-dire qu'ils sont sur un pont, ils peuvent pas faire demi-tour sans avoir la certitude que quelqu'un leur mettra pas un coup dans le dos. Et en même temps, ils peuvent pas reculer non plus. Tu vois, il y a quand même il y a quand même un jeu sur le pont qui accentue le fait que, en fait, puis on le met en face de sa parole, Otto, à un moment. On lui dit, tu vas faire quoi? Enfin, c'est Daemon que je veux dire. Il va dire, oui, c'est ça, t'es gentil, retourne pisser au pied de mon père, quoi. Et maintenant, maintenant, gentil toutou, quoi. Donc l'autre en face, s'il monte pas en puissance, effectivement, ça devient
c'est un aveu d'échec, du coup, bon. Et puis le fait qu'Otto en doive une à Rhaenyra, je pense que c'est intéressant pour la relation entre les deux personnages plus tard, parce que pour l'instant... Non, mais c'est un. quand Alors, tu- je pense quand que tu- c'est un quand tu- rendu, justement, parce que c'est Otto qui a poussé Viserys à prendre Rhaenyra comme héritière, Ouais, en mais du dégageant coup, Daemon. Ouais, mais je parle plus en relation, pas politique pour le coup, en relation Ah. vraiment de personnage, Oui, d'accord. où Otto était un peu dans le début de l'épisode avec les autres pour dire bon, maintenant t'es gentil, tu vas choisir ton chevalier, tu fais pas chier. Après même il vient la contredire, tu vois, dans Ouais, il vient la contrôler. la séquence où elle choisit Kristen Cole. Du coup, tu te dis bon, bah là en fait c'est un moyen aussi d'opérer une bascule inverse, quoi. Tu vois, Rhaenyra qui lui rappelle qu'elle a un dragon et que du coup elle a le pouvoir de le sauver, quoi. Du coup ça met la dette dans un autre sens, je trouve. Et je pense que ça peut être intéressant derrière. Après, le problème, c'est qu'il y a une ellipse de 6 mois entre chaque épisode. Du coup, ça peut aussi tomber à plat, quoi. Ouais. Et puis, après, ce que ça montre aussi, cette scène-là, c'est la démesure de la puissance du dragon, quoi. Enfin, tu mets un dragon dans le jeu, tu as pété le jeu, quoi, globalement. Voilà. C'est la bombe nucléaire, ça calme les ardeurs de tout le monde jusqu'à ce que tout le monde s'en sorte. Ah, mais du coup, bombe nucléaire contre bombe nucléaire, justement. Oui, tu vois, je pense qu'ils sont doucement en train de construire ça. Ça calme les ardeurs tant que tout le monde est d'accord pour pas l'utiliser. Voilà. C'est ça. Bon. Passe à la suite. Passe à la suite. Ah oui, ça c'est ma scène, voilà. Juste en mettant quelque chose. Oui, alors du coup, je vais pas Parce qu'il y a des revenir maquettes. sur ce qu'effectivement a dit Heather sur le contraste entre les scènes entre Viserys et sa fille et Viserys et Alicent. Et moi, je trouve intéressant que. Alors, déjà, je suis très très fan de la maquette. Je veux cette maquette chez moi. Voilà. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui voulaient la maquette. Hein. T'es pas la seule à non, mais vouloir la se maquette, je partager. pense, elle fait la taille de mon appart. Hein. Vous pouvez la couper en petits morceaux et puis chacun prend un bout. Ça rentrera dans les apparts. Et c'est une maquette que j'adore parce qu'il y a plein de trucs antiques dedans. Donc moi, dès que tu mets un truc antique dedans, c'est fini. C'est une maquette que je trouve symboliquement assez intéressante parce que voilà, elle représente Valyria, la puissance de Valyria, son ancienneté. Elle représente surtout le poids, le poids que qui pèse en fait sur la lignée Targaryen. Et il y a une mise en parallèle entre une idée de grandeur perdue de cet empire-là. Qui hante vraiment totalement Viserys, qui lui a peur que son règne passe d'un moment de paix, en fait, puisqu'il a hérité de son de son grand-père d'un royaume en paix, et tu sens qu'il y a un truc qui se délite progressivement. Et en fait, ces scènes, vous voyez l'éclairage là sur cette image-là, on est vraiment sur quelque chose de très, sur une lumière un peu évanescente, un peu d'après-midi, de fin d'après-midi, un peu comme quelque chose d'un déclin. Et à chaque fois, les scènes qui se passent autour de cette maquette, ça parle d'héritage. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça parle d'héritage, ça parle de succession, etc. Et j'ai trouvé que la symbolique de mettre donc cette maquette-là, qui symbolise Valyria, qui symbolise l'Empire perdu, à la fois dans sa gloire et dans sa décadence, hein, puisque c'est vraiment la dynamique qu'ils essayent d'instaurer entre âge d'or et décadence. Je trouvais que c'était des thématiques qui étaient assez intéressantes et plutôt qui servaient bien à souligner en fait, cet arc narratif-là et thématique qu'ils voulaient essayer de donner. Et ça renforce le côté tragique qu'ils veulent donner à cette série. Voilà, côté vraiment tragique, tragédie. Après, je pense qu'il y a un côté lumière un peu... je serais curieux de savoir comment ils vont travailler les lumières vers la fin, parce que, mine de rien, Sapochnik avait quand même été très loin dans le gritty, un peu bleu, un peu désaturé. Et on a quelque chose de très lumineux, très orange, très, tu disais, au coucher de soleil, Michael Bay hors d'or, quoi. Est-ce que ça s'appelle comme ça en photographe? Enfin, c'est comme ça que les cinéastes appellent ça, l'heure d'or pour tourner au coucher du soleil. J'ai eu peur. Ouais, non, ils n'appellent pas ça la Michael Bay. Par contre, Michael Bay ne fait que des films dans ces moments-là. Oui. Et du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, du coup, je serais curieux de savoir si cette lumière va... Est-ce que ça va être comme ça dans toute la série parce que ça va devenir la marque de fabrique de la série d'avoir cette ambiance un peu orangée, ou est-ce que petit à petit ça va se perdre? Et ça, je trouve que ce serait intéressant parce que pour le coup, une fois de plus, c'est un parti pris, c'est quelque chose d'assez fort qui tranche avec la série mère.
et c'est intéressant du coup. Mais voilà, à voir. Sur le chat, on dit que l'Antiquité est supérieure à tout le reste et je suis très d'accord. Voilà. J'étais curieux de savoir combien de temps il allait te falloir pour le voir dans le chat, ça, quand même. Moi, je vois pas le chat, alors si jamais vous Non, mais dites alors, des si trucs vous qui me voulez que- concernent, je ne l'entends pas. Voilà, mais si vous voulez que je dise à l'oral votre commentaire, marquez Antiquité quelque part, encore mieux Mésopotamie, et j'en parle. Voilà. Vous essayez avec Macédoine aussi. Ça marchait. Alors, une dernière petite chose sur la maquette que j'avais notée. Alors, peut-être que vrai ou pas vrai, je sais pas, mais je trouve que ça permet bien de voir le temps qui passe entre l'épisode 1 et l'épisode 2, où elle est complètement en cours de fabrication, et là, elle est complètement finie. C'est vrai. Ça marque un peu Tout à fait. le temps qui passe. Ce qui manquait beaucoup dans les épisodes des saisons 7 et 8, où bon, bah, voilà, les téléportations, on avait l'impression que ça se faisait. Que les voyages étaient rapides parce qu'on sentait pas le temps qui passe. Oui. Ça fait partie des marqueurs qui sont un peu Bah, plus je trouve- subtils quand même que mettre des gros levées de soleil et des couchers de lune pour montrer que le d'accord. temps passe. Bah, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, je disais à la fois ça va trop vite, tu vois, dans le traitement. Je trouve que c'est très factuel, mais en même temps, ils ont réussi à faire en sorte que les ellipses, elles soient pas diégétiques, pardon, mais qu'elles fassent partie de la grammaire, en tout cas, de la série, tu vois. C'est-à-dire que oui, il y a des ellipses, oui, ça se passe pas toujours, ça se passe un peu rapidement, mais on vous a pas habitué à autre chose depuis le début de la saison. Du coup, t'as pas le même effet que Game of Thrones qui commençait de manière très lente et avec presque du détail, genre l'épisode 1, il doit se passer sur 2 jours, tu vois, de Game of Thrones. Et à côté de ça, des grosses ellipses comme on avait à la fin qui rendaient le tout un peu chaotique, quoi. Après, je propose Et qu'on compare effectivement, pas. Pardon, vas-y. ouais, effectivement, la maquette n'est pas la même que celle qu'on va voir sur le générique. Non, c'est pas. Tu disais, Eusor? Non, je dis, faut pas trop comparer non plus aux dernières saisons de Game of Thrones, sinon on va trouver que des qualités à la série. Ouais, mais à la fois, Sapochnik, il est réalisateur surtout C'est vrai. sur les dernières saisons de Game of Ah, Thrones. pour l'instant, donc oui, je mais pense ça que va. Ça, petit à Je pense petit, que c'est un très bon point de comparaison, justement. J'ai pas vu ces films, alors du coup, je peux pas dire, mais. Très bien. Ah, creepy. Encore un petit peu de gêne. Voilà, mais On non, n'avait mais pas eu il fallait assez. mettre cette scène parce que sinon on n'allait pas en parler. Mais très rapidement, c'est la scène mais ultra malaisante, mais qui est totalement construite pour être malaisante en fait. Et tu vois, même le roi, il se sent pas à l'aise, quoi. Mais en même temps, enfin voilà, c'est une scène qui vraiment va montrer le mariage totalement comme un objet politique et vraiment purement politique avec des personnages qui finalement sont réduits à des rouages, hein, des rouages dans cette politique-là et la violence en fait que ça implique. Hein, voilà, une gamine de 12 ans, elle a 12 ans, je rappelle, face à un roi qui en plus, dans les bouquins, il a 28 ans. Viserys à ce moment-là, je crois, hein, et là, enfin, je crois que l'acteur a 45 ou un truc dans le genre. 48, Donc, je crois. 48, voilà. Donc on accroît Oui, en il fait plus. sa cinquantaine, Alors, quoi. de toute façon, 28-45, elle a 12 ans, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, C'est vrai que c'est un peu le principal dans l'affaire. Mais je trouve que voilà, en plus, il y a un contraste vraiment très fort entre leurs deux costumes, avec Viserys tout habillé de noir, avec les gants aussi, hein, qui sont là pour protéger sa blessure, pour pas le voir. Et une Laena, mais alors qui est tellement choupinette, tellement ingénue, et qui répète ce que disent ses parents. Et voilà. Et je trouvais que c'était une scène qui, pour le coup, illustrait bien hein, cet aspect rouage politique du mariage et l'horreur que ça peut entraîner. En plus, on est dans un jardin, donc en extérieur. Donc, en principe, jardin, c'est quelque chose d'agréable. Il fait beau, les oiseaux chantent, tout va bien. Et là, il plane et voilà. Et à la fois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que le jardin, justement dans la grammaire qu'avait instauré Game of Thrones, c'était le lieu des échanges, notamment autour des mariages, je trouve. Et oui. Je trouve qu'ils ont ramené un parallèle à la série mère qui, pour le coup, l'avait bien fait. Je suis d'accord aussi. Okay. Les discussions mariage, c'est au jardin, parce qu'au jardin, on est en plein air et du coup, les murs n'ont pas d'oreilles, tu vois, comme nous l'a bien prouvé l'épisode 1. Et il y a aussi un autre élément que j'ai trouvé, c'est que ce sont toutes les scènes entre Corlys, Rhaenys et le roi autour du mariage de Laena qui sont en extérieur. Je trouve que ça fait un peu comme si la série disait voilà, Corlys et Rhaenys, ils agissent dans leur jeu politique à visage ouvert. Enfin, totalement, leur jeu est totalement découvert. Alors que, par exemple, Otto, par comparaison, ça va être, quand il va essayer de placer sa fille, ça va être dans leur petite chambre, dans les petits appartements de la main du roi,
dans un cadre qui est beaucoup plus resserré. Et du coup, je trouvais que le parallèle était assez Ils le font de manière, on va dire, ce qu'on essaie de te dire un peu, c'est ce que tu soulignes. Je sais pas si c'est à visage découvert, parce que pour le coup, c'est ce que je disais, je trouve qu'il y a un côté, visage découvert, le fait de le faire au jardin, à c'est grand jour. une manière d'être sûr que personne n'entende. Et alors que Corlys, lui, Otto, lui, de toute façon, il est main du roi, il peut parler dans sa tour de la main, il s'en fout. Et je trouve que ce que ça amène, par contre, c'est pas forcément qu'ils sont à visage découvert, mais c'est qu'en tout cas, ils sont explicitement. Enfin, c'est ouais, explicite. ça c'est fait, c'est explicite, et je veux dire que même pour l'ANA, ils lui ont expliqué que c'était ça l'enjeu, tu vois. Donc du coup, même l'ANA dans son discours avec Viserys, elle a un côté, j'ai compris, je sais pourquoi on fait ça, je sais de quoi ça parle, et bon, je reste un peu un enfant parce que j'aime bien, je parle de Vagar, machin, tout ça, mais en même Vagar, temps... que l'ANA parle de Vagar, moi je trouve ça top. Voilà. Mais voilà, je trouve que ça amène, mais en fait, ça amène un feeling... Velaryon is the new Stark, tu vois, un peu, quoi. C'est des gens qui parlent entre eux et qui font les choses ensemble, quoi. Du coup, pas un peu dans leur dos les uns des autres, quoi. Ouais, mais qui essaient quand même de placer leur gamine de 12 ans dans le lit du roi. Oui, mais attends, voilà. attends, en même temps, on oublie un peu souvent, mais Sansa a 13 Ned, quand il choisit d'emmener Sansa et Arya, c'est pour les marier. Hein, et puis elle a 12 ans, Sansa. Sansa, elle a 13 ans, je crois, 12 ans. C'est pas juste le voyage parce que, allez, ma fille, tu as vécu à la campagne, maintenant tu vas aller à la capitale. C'est pas juste ça, quoi. Pourquoi l'accent du Sud, là, d'un coup? Hein? Pourquoi cet accent du Sud qui pop soudainement? Je sais pas, c'est la campagne. Ça me fait la campagne, c'est dans le Sud. Très bien. Non, oui, et du coup, oui, en fait, et la réalité de ce que c'est, en fait, de une gamine de 12 ans à un adulte, bah, je trouve qu'elle est clairement exposée là, quoi. Voilà. Alors, il y a deux choses qui sont remontées dans le chat, alors qu'on nous dit déjà, Ned, il marie pas Sansa à Robert. C'est pas faux. Non, c'est à Geoffrey. C'est à Geoffrey, du coup, elle a peut-être 12 ans, mais c'est moins creepy. Et si Robert avait été célibataire? Ah non, quelle horreur. Ah, je sais ça. Alors, en plus, c'est son frère de lait. Je marie mon meilleur ami avec ma fille. Il y en a qui ont essayé. Voilà. Je vous laisse écrire la fanfic et surtout ne jamais la divulguer. Surtout ne me la faites pas lire, je veux pas savoir. Non, mais la scène est aussi intéressante parce que les deux ont l'air... il s'est mal à l'aise pour les deux. Ils sont tous les deux conscients que ça va mal se passer et le roi est un peu touchant aussi. Ils se retrouvent piégés là-dedans. Il a pas envie de se marier avec elle, clairement. Ah bah tu sens que le malaise il vient carrément du roi, quoi. Enfin, même elle récite son petit discours, mais c'est pas vraiment son rôle. On sent qu'elle l'a appris par cœur. Elle comprend ce qui se passe, mais c'est pas pour autant qu'elle l'approuve. Voilà. Je sais pas. Et moi je suis d'accord avec Marjo, moi je veux bien l'adopter, elle vient chez moi. Voilà. Pas de problème. On ferait une garde partagée comme pour la maquette. Oui, et on la met dans le lit de personne. Ou tu la mets dans la maquette, comme ça. Ou tu la mets dans la maquette. Ça prend moins de place. Faisons donc comme ça. Voilà. Passons maintenant au moment un peu moins bien, le moment Mif Mouf. Le moment Mif Mouf avait bien marché la dernière fois, donc on l'a bien gardé. Alors, qu'est-ce que ça va être le moment Mif Mouf? Attention, quelle surprise! À votre avis? Oh là là. Attention, on 3, 2, 1. Oh là là. Générique. Alors, générique fait pas vraiment partie de l'épisode, moi j'étais pas... Voilà, je veux qu'on mette ça de côté. Mais apparemment, c'était impossible de Et passer à la fois, en fait, c'est un peu bizarre, parce qu'à la fois, ils ont attendu, bon, peut-être pour des raisons techniques, de révéler le générique qu'au deuxième épisode. Moi, je suis un peu déçu, parce que j'avoue que... Pas technique, ils ont dit créatif. Mais alors... voilà. Alors, les mensonges, on en a tous fait. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je pense, du coup, vraiment, le générique, ça me fait l'effet de mecs qui savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Et du coup, ça renforce encore plus cet effet-là qu'il y avait sur l'épisode 1 de mettre le petit médaillon, qui faisait déjà, on sait pas ce qu'on va mettre. Et je crois que j'aurais préféré qu'il reste au médaillon, en fait. Parce que là, on a vraiment repris, et moi, je trouve, ça sent plus la production de HBO et de la Warner, à mes yeux, que ce que les showrunners ont essayé de faire. Parce qu'on avait des scènes pré-génériques. On avait une belle scène pré-générique. On avait le Grand Conseil d'Arena avec la petite voix off. J'aimais pas trop, mais dans les faits, ça claquait bien quand même d'avoir le truc. Il n'y a que eux qui peuvent se tuer eux-mêmes. Tu vois, pam, tu mettais un générique derrière, tu étais content. Bon, dans les faits, tu avais un médaillon. Je trouvais que ça marchait. Et là, en plus, la scène qui suit, je trouve que c'est une scène pré-générique.
les crabes qui montent sur Oui. les gens et tout Oui. ça. Là, t'avais une caractérisation de personnage, t'avais une iconisation de méchant, et bam, derrière, tu balances le générique. Et après le générique, t'arrives sur le conseil restreint, tu vois. Donc je trouve que tout sentait ça. Et en fait, t'as vraiment l'impression que les producteurs ont fait non, le générique de Game of Thrones, c'est au début. Et du coup, on le met au début. Et je trouve ça. Et du coup, t'es là, ah! C'est Rimer, c'est bien. Faut savoir faut savoir couper le cordon ou Ouais. kill the boy, tu vois, si tu veux rester dans les références martinesques, quoi. Mais à un moment, il faut réussir à s'affranchir de ça. Et je trouve que le générique ne réussit pas ça. Mm. Parce que d'une part, la musique, j'étais immensément déçu que ce soit le thème. Parce que Exactement. ça Ce veut que dire tout que le monde dit dans les ça, commentaires et partout sur ça internet, hein. veut dire que ce n'est plus le thème de Game of Thrones. Ça veut dire que c'est le thème de De l'univers. l'univers. Du coup, ouais, moi j'avais pas envie de l'entendre, hein. Vraiment, déjà, j'avais pas envie de l'entendre dans l'épisode d'avant et j'avais pas envie de l'entendre là. Je voulais des nouvelles choses. Et je savais que Djawadi, il allait faire du recyclage et tout ça, mais on arrivait à cet aveu-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que le prince qui fut promis, qui du coup est le nom de la chanson qui termine l'épisode 1, est vraiment le thème que Djawadi avait composé pour la série. C'est le thème qu'on a en générique de fin là. Et je pense que c'était le thème qui devait accompagner le générique. Et je pense que les producteurs ont fait non, mais en fait, je pense que on va rappeler aux gens que c'est Game of Thrones quand même. On va quand même mettre le vrai générique. On va Ouais, mais mettre. en même temps, tu Je vois, trouve que c'est. c'est. Et au final, bon, pour avoir fait un test un peu tout à l'heure avec un logiciel de montage, tu prends le générique de fin, tu le mets là-dessus, ça marche très bien, hein. C'est moins iconique, mais à la fois, faut arrêter d'essayer de ressembler à tout prix à ce truc-là. Je veux Ah dire, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, ouais, c'est pareil, la musique des génériques, t'as pas je le trouve thème ça de la précieux. Force ou de Star Wars dans le générique du Mandalorian. Je veux dire, à un moment, il faut être. Bon, ok, il y a 50 ans d'histoire sur Star Wars, mais les animaux fantastiques n'ont pas la même musique que Harry Potter. Mm. Il faut un moment, bon, alors on en pense ce qu'on veut, en bien ou en mal, mais au moins qu'on essaie de dissocier avec des rappels, quoi, parce que j'ai trouvé ça triste. Moi, ça m'a vraiment énervé, hein. Donc, du coup, derrière, On ce le que je sent. disais, je dis non, mais On le franchement, sent, la crise, il est parti. C'est une ça m'a psychologie de vraiment groupe. énervé. Chris est en train de libérer tout ce qu'il a C'est accumulé ça. depuis 3 jours. Non, 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 Parle-nous, ça va faire non, du bien. non, mais ça m'a vraiment énervé parce qu'en plus, je me faisais un peu monter la sauce, tu vois. Tu te dis, ah, les mecs, ils mettent pas de générique à Ouais, l'épisode mais 1 ouais, et c'est ils ça, gardent pour l'épisode exactement. 2. Je me disais qu'en plus, il y avait un truc que je trouvais assez cohérent et assez chouette. C'était que du coup, comme je vais dire le prince qui fut promis parce que j'ai pas envie de parler en anglais, qui est la musique de fin de l'épisode 1, je trouvais ça intéressant peut-être de découvrir la musique avec une scène plutôt que de la découvrir avec le générique, tu vois. Et tout ça est tombé complètement à plat et ça m'a énervé. Et après, en plus, le générique en lui-même, visuellement, je le trouve trop cryptique Mm. pour être. Ça, c'est le deuxième point de l'épisode. Ouais, il y a Bah, la alors, ouais, musique. et du coup, Je fais passer la parole à Babar, mais du coup, je trouve que le générique, il est trop cryptique. Le générique de Game of Thrones, il avait un caractère informatif. Là, je comprends rien, Mais quoi. c'est ce Franchement, qui en vrai, revient je un peu comprends rien. dans, c'est ce qui revient un peu dans le chat, de toute façon, de dire qu'il y a beaucoup de gens disent que la série. Après, ça a été forcément ouais. décevant. Je pense que ça aurait pas pu être autre chose que décevant après le Ah, générique de Game of Thrones. Non, je suis pas je pense pas d'accord. que ça pouvait être Je décevant, suis pas mais d'accord. C'était dur d'être Alors, moi, plus je hypé que trouve le que. générique de Game of Thrones. Ah, je suis pas d'accord, parce que moi, je trouve que l'idée en elle-même, c'est-à-dire de faire une lignée Targaryen, Valérien, enfin, de faire une lignée, donc, c'est-à-dire de se pencher plus vers l'histoire et Oui, vers la on est famille, d'accord. étant donné que c'est un drame, enfin, un drame familial, que la première saison surtout se concentre là-dessus, je trouve que c'est une très bonne idée en soi. Je trouve ça intelligent. L'autre idée aurait pu, par exemple, de faire une tapisserie racontant l'histoire des Targaryens, etc. Je trouve que l'idée est plutôt bien, c'est-à-dire on va garder cette idée de Game of Thrones d'aller explorer l'univers, alors non pas par la géographie comme le faisait la série mère, mais par l'histoire, ce qui se comprenait tout à fait vu la narration de ce premier épisode. Après, je suis totalement d'accord que entre le fait que ce soit sombre, le fait que ce soit surcuté et le fait que ce soit tout en symbole, c'est pas du tout destiné à un public nouveau. Et c'est même pas non plus destiné à quelqu'un qui a un peu suivi. Alors je suis désolée, mais il faut avoir lu Feu et Sang et l'avoir décortiqué à fond pour voir tous les symboles quand même. C'est quelque chose qui explique à des gens qui savent déjà. Voilà, c'est un peu le problème. Et voilà, et je trouve ça. Donc je trouve l'idée bien. Tu sens que c'est vraiment un générique qui, je pense, a été fait pour dire tenez les fans, allez décrypter ça. Et comme ça, vous allez en parler. J'aime bien l'idée, mais j'aurais préféré, je pense, quelque chose de beaucoup plus L'idée de accessible l'arbre parce que généalogique est bien. Game of Thrones, en fait, il te prenait, que tu sois spectateur qui lu les livres ou pas lu les livres, il t'introduisait dans l'univers à travers la géographie. Ça aurait été
je trouve bien d'avoir une introduction à l'univers par Aegon, etc. Et donc d'avoir, alors je sais pas comment ils auraient pu faire ça, mais voilà, d'avoir les noms de l'arbre généalogique, tu vois. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Alors tu sens qu'il y a quand même eu de la réflexion sur les symboles, tu vois, ils les ont pas pris au hasard. Je pense en vrai, ils ont préparé le générique, ils l'ont balancé. Moi, je le sens comme ça, mais ils l'ont balancé en projection test. Ce qui est ressorti, c'est on n'a rien compris du générique. Et derrière, les mecs, ils disent non, on peut pas. On peut pas balancer ce générique-là comme ça. Et c'est, à mon avis, c'est de là que vient le fait qu'on a la musique de la série principale. C'est-à-dire que, à la fois, le générique il est effectivement trop cryptique pour être, pour être accessible là où les gens attendraient quelque chose d'un peu accessible. Et par conséquent, c'est un semi-échec, quoi. Du coup, obligé de remettre le thème principal pour signaler où t'es, quoi. Et t'es là. Alors, c'est très possible sur cette construction-là. Ouais. Je pense que ça doit être un peu ça. Enfin, en cherchant des explications, je me dis ça, c'est forcément un truc comme ça. Et du coup, bah, ça rate l'occasion de se démarquer, ça rate l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent. Et puis bon, les rivières de sang, autant je comprends, machin, symboliquement, tout ça, autant en termes de lisibilité, c'est quand même pas ça, quoi. Donc bon, c'est... Ouais, non, ouais, assez... C'est une bonne idée mal exécutée. Ouais. c'est ça. Après, ça sent un peu. Je crois que c'est Marjo qui disait ça tout à l'heure dans le chat, qu'ils ont peut-être essayé 1000 trucs et qu'arrivé au bout, en panique, il y avait Ah plus oui, rien à un comme. moment, il faut... Oui, mais À un moment, il fallait bien mettre quelque chose. à la fois, Warner, ils sont capables de jeter Batgirl hein, à 95 millions de dollars. Ils peuvent jeter un générique et mettre un médaillon pendant toute la série, c'est pas le problème. Hein. Après, faut l'assumer. Voilà. Il fallait l'assumer et ils n'ont peut-être pas assumé jusqu'au bout. L'idée est bonne, l'arbre généalogique, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était une bonne idée et qu'il y en a besoin parce que vraiment, c'est le cœur du sujet. Mais je trouve que même ça le rate parce que tu vois, moi j'ai eu un copain qui m'a demandé, pendant l'épisode 1, qui m'a demandé c'est qui Maegor, tu vois, qui est vraiment pas, non mais qui est vraiment pas familier de l'univers. Du coup, quand on fait référence à Maegor, il comprend que c'est pas bien, mais il voit pas qui c'est. Et bah, du coup, je me dis, cette personne aurait pu avoir sa réponse au générique de l'épisode 2. Et non, c'est moi qui ai dû la fournir du coup. Pour moi, c'est une occasion de manquer. Enfin, tu vois, l'idée, j'aime beaucoup l'idée. Je suis vraiment très très fan de cette idée-là. Je trouve que conceptuellement, je sais que Reda n'est pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. On va dire que j'ai raison, il est pas là, voilà. Il est dans le chat. Il est dans le chat et on peut gommer ses commentaires. Voilà, il n'est pas là, vous. Il est si vieux. Mais l'exécution, c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est pas accueillant du coup pour les nouveaux spectateurs. C'est assez austère. Je trouve que le générique de Game of Thrones était quand même assez flamboyant et assez. Je trouve que ça t'entraînait quand même vraiment dans le truc et c'était. Et du coup, pour le coup, il y avait aussi un truc, c'est que ça te montrait les lieux. Bon, là, pour le coup, on retourne que sur des lieux qu'on connaît déjà aussi, donc peut-être il n'y a pas les lieux à montrer, mais. Il y a une logique, il n'y a pas montré. Mais. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il y avait peut-être moyen, effectivement, de faire un truc avec des bannières, avec des trucs, histoire de resituer un peu. Je sais pas, t'expliques la conquête avec des personnages avec des bannières déjà, ça te permet de savoir comment ça s'est passé, quoi. C'est des trucs tout bêtes, quoi, je veux dire. Il y a les Targaryens qui sont venus, ils ont marave tout le monde et puis ils ont conquis. Ouais, mais il y en a qui ont payé tenir en 10 minutes. Il y en a qui ont essayé de se battre, tu vois, ça crée quand même un positionnement. Et je trouve que la musique va pas avec le thème sombre, en fait. La musique est tellement Et oui, mais c'est pour claire, ça en fait, éclaironnante. Ça fait un gros décalage. Je suis persuadé que le thème principal, qui est le prince qui fut promis, était de base à cet endroit-là. Bon, voilà. On va pas s'éterniser là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Passons sur le reste. Une occasion manquée, dommage. Bon, passons au personnage cool, ça nous évitera de dire du mal pendant plus de 10 minutes. Les personnages qui ont un peu crevé l'écran pendant cet épisode 2. C'est ceux qui se sont mis à parler, hein, en fait, tout simplement. C'est ceux qu'on avait un peu mis de côté exprès dans l'épisode 1 pour les montrer dans l'épisode 2, les dévoiler petit à petit, mais Corlys, déjà. Sa prestance pendant les conseils est assez folle, et sa femme est quand même pas mal non plus. Hein. Et Corlys, je trouve l'acteur très bien, mais je trouve sa perruque pas du tout. Alors oui, la perruque... Je trouve que la perruque... Là, quand ils sont en extérieur, je trouve que c'est pas possible. Mais par contre, voilà, ça aurait été sur la tête de n'importe qui, je l'aurais trouvé pas possible, je pense, la perruque. Alors, elle est méga blanche. Pire que ce qu'on avait vu pendant les premières photos volées. Les premières photos, ouais, mais ça rend mais je trouve qu'il il arrive à rendre ça à peu près visuel. Je trouve que quand c'était au conseil restreint, ça allait. Quand on commence à passer sur les extérieurs, c'est chelou. Mais bon, voilà. Il se débrouille très bien avec, cela dit. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, le pauvre. Non, mais bon, le personnage, quand même, dans cet épisode est assez génial, parce que c'est le seul qui a pas l'air de faire des complots dans le dos de tout le monde, enfin, jusqu'à la fin de l'épisode. Et puis, là, à la fin, il craque et il balance tout. À la fin, on se retrouve dans un rapport que je trouve intéressant, qui était assez absent de Game of Thrones, c'est-à-dire
tout ce qui est rapport de vassalité dans Game of Thrones était à sens unique, c'est-à-dire le suzerain n'avait que des droits et les vassaux n'avaient que des devoirs. Et je trouve que la fin de l'épisode te rappelle le manquement du suzerain qui est de protéger son vassal. Oui. Et je trouve que ça réintroduit des rapports. Mais une fois de plus, tu parlais des devoirs, Babar, quand tu parlais de la thématique qui était présente. Je trouve que ça la remet de manière un peu plus. Ok, Oui, donc il ose, on n'est pas. il ose parler au roi, il ose dire ce qu'il pense et mettre en avant. Il n'est pas juste là pour dire oui, monsieur, à toutes les. Comme le sont à peu d'ailleurs, près tous les autres membres du conseil, à part Otto, qui lui place Mais c'est intéressant parce habilement que sa du fille. coup, ouais, en plus, visuellement, dans la photo que tu as choisie, tu vois, il y a une idée de costume quand même, où il est quand même dans un bleu très marine, un bleu très sombre, du coup, qui le rapproche quand même du roi par rapport à sa femme, tu vois. Donc il y a quand même une espèce de proximité qui est marquée à cet endroit-là, quoi. Mais Corlys, c'est un personnage qui est représenté comme beaucoup, beaucoup plus ambitieux que sa femme. Hein. C'est lui qui veut à tout prix placer sa fille auprès du roi, etc. Et tu vois, j'aime beaucoup le fait qu'ils en fassent un couple qui est uni, etc. Mais j'aime bien aussi qu'ils arrivent à caractériser de façon un peu différente les deux personnages et pas en faire un truc totalement fondu. Hein, tu sens que c'est Corlys qui a une ambition sa femme, qui cache même pas en fait. Sa femme, ça fait 2 fois qu'elle se fait voler son truc, c'est bon, elle a lâché l'affaire. Non mais Rhaenys, c'est bon, je suis team Rhaenys. Mais elle est super quand même. Ça. Mais à la fois, je trouve que c'est cool parce que du coup, ça laisse de la place à l'autre personnage pour exister avec d'autres discours, tu vois. Donc du coup, c'est pas mal. Et en même temps, une fois de plus, à un moment, il leur rappelle, il y a quand même un héritage Velaryon disant, bah oui, mais nous, on est venus avec eux, donc en fait, on a plus de droits que les autres. Il fallait avoir des dragons et c'est vrai que ça change un peu tout. C'est ça. L'ego de Corlys passe pas la porte. Oui. Oui, en même temps. Celui d'Otto non plus, hein, la seule différence. Ouais. Il y en a un qui est la seule différence, c'est que pas Otto, il se tient comme ça. Du coup, bah oui, il le garde avec lui, tu vois. Il parle pas, Otto. En même temps, je suis désolée, la maquette de Viserys, elle passe pas la porte non plus. Voilà. Oui. Oui, c'était une blague sur les Lego, du coup. Oui. Les Lego de. Oui. Voilà. Viserys ne passe pas la porte. Ouais, et il commence à être 21h15, on commence à faire des blagues pourries. On va peut-être arrêter ça maintenant tout de suite avant que ça parte. On passe au personnage suivant, voilà. Vite, passons à la suite. Avant qu'elle nous fasse une autre blague. Ah non, mais attends, mais j'avais un personnage gagnant, moi, que je trouvais. Ah bon ? Bah, raconte-nous tout ça. Ouais, c'était Daemon. Enfin, Daemon est un peu Mysaria aussi. Mais bon, tu triches. Tu triches. Il va falloir dire aux gens que Babar, Daemon, c'est oui, n'importe quand, quoi. Donc, bon. Mais oui, n'importe quand pour Daemon. Mais en même temps. D'accord. Voilà. Non, c'est un personnage que je trouve, j'aime bien l'idée la façon dont ils ont construit le personnage, à savoir qu'il est présenté et le personnage lui-même en joue comme un méchant. Tu vois, dans le premier épisode, il avait son armure, mais l'armure de fantaisie de méchant, tu vois, avec ses ailes de chauve-souris, alors dragon, mais de chauve-souris quand même, son armure noire, son cheval noir, etc. Là, c'est le personnage qui en joue. Là, l'introduction du personnage. Là, c'est le sujet de l'épisode. Donc, là, c'est le sujet de l'épisode, mais surtout, la façon dont il introduit, c'est qu'il introduit à Père Dragon. Et Père Dragon, la façon dont on arrive à Père Dragon, c'est quand même un truc où on commence par avoir des trucs pas du tout accueillants. On a des récifs pas du tout accueillants. On passe par une porte avec un truc un peu égyptianisant. Et depuis Lovecraft, on sait que l'Égypte, ça fait peur, hein, et c'est pas des trucs préglopes. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment une construction de l'aspect méchant autour de ce personnage qui est contrebalancé par un personnage qui doute, on l'a vu dans le premier épisode, qui se fait mais défoncer par sa nièce et par son amante, qui disent non mais mec, arrête de faire ton gamin, genre il y a des vraies personnes autour de toi qui comptent sur toi. Et ouais, toi c'est un personnage qui est arrogant en même temps qui est désinvolte. La façon dont il balance l'œuf autour quand il le rend à Rhaenys, j'ai vraiment adoré ce passage-là, juste ce point-là à la tête. C'est là où tu te rends compte que c'est un gamin, en fait, il s'en fout de tout ça, c'est juste pour montrer de l'attention. Oui, mais c'est un gamin qui est dangereux, qui est arrogant, qui a une armée et un dragon. C'est ce que je veux dire, oui, c'est un gamin avec des gros jouets. Et tiens, tant que je vous tiens, moi je me suis demandé, il va vraiment à Père Dragon avec ses manteaux d'or dans le... Non, pas les manteaux d'or. Tu n'as pas lu l'article, c'est pas bien. Non, j'ai pas lu l'article. Il n'est pas sorti encore l'article, les artistes du parc. Oui, mais je l'ai même pas relu, si tu veux. Lisez l'article qui va sortir, alors. Voilà.
Non, Voilà. il vient pas avec, c'était un il vient pas avec les manteaux d'or parce que les J'étais manteaux là, d'or, donc c'est le guide. parce que j'étais là, mais là, tu sens que c'est vraiment pour dire, c'est vraiment pour le coup de l'écriture de série, quoi. J'ai eu un petit doute et je me suis dit, bah attends, on te dit que c'est la garde de la ville et le mec il se casse avec, y a pas de problème. C'est Mais- pas la Mais ville, je pense mais qu'ils la ville pendant ce l'ont temps-là. rajouté pour Oui. renforcer le côté il est proche de ses hommes Oui, et pour la suite, je il suis est d'accord. dangereux, tu vois, il a une armée. Non, et puis il a une armée, quoi. C'est histoire de dire qu'il a C'est une pour armée. montrer Enfin, que ces hommes sont fidèles à lui, même si. Enfin, on va pas spoiler la suite, mais voilà, qu'ils soient fidèles. Voilà. Et dans le parallèle, du coup, j'aimais bien aussi la façon dont Miss Arya était introduite. Alors, on n'a toujours pas son nom à ce personnage-là. Mais au moins, c'est un personnage qui, là, pour le coup, est montré comme humaine. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle essayait de reprendre le pouvoir sur son corps, en fait, en refusant radicalement la maternité. Parce qu'en fait, on a montré dans le premier épisode que la maternité... alors, je pense que pouvait tuer. la série va évoluer là-dessus. Mais on comprend que la maternité, avec Aïma, c'était quand même... t'es considéré comme un objet et tu t'en crèves, en fait. Et j'ai trouvé que le fait qu'elle dise j'ai fait en sorte de ne jamais pouvoir avoir d'enfant, je trouve qu'en plus, au regard des questionnements actuels sur effectivement une femme qui décide de ne plus avoir d'enfant, enfin de ne pas avoir d'enfant ou quoi que ce soit, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'était un changement par rapport au livre. Intéressant aussi parce que dans les livres, elle tombe vraiment enceinte. Voilà, donc là, le changement. J'ai trouvé que c'était vraiment une façon pour elle qui a peu de moyens d'action pour reprendre le pouvoir, de s'affirmer et de s'émanciper. Et on verra, pareil, le discours, comment la série construira son discours autour de la maternité. Je pense que ce sera vraiment une des thématiques qui sera très, très intéressante à étudier sur son ensemble. Je pense que ce sera quand même assez nuancé par rapport à ce qu'on a vu sur le premier épisode. De toute façon, je pense qu'on va très vite avoir une idée puisque Alicent va se retrouver rapidement enceinte. Et Petit détail qu'on nous donne dans le chat, effectivement, si Miss Arya est citée pendant le conseil, on donne son nom quand même. Ah, pardon, d'accord. Oui. Ah oui, pardon. On donne son nom et elle se fait... Miss Arya de Père Dragon. Et c'est pas... Et elle se fait Voilà. traiter de pute au passage. On donne son nom, ouais, c'est ce que j'allais dire. On donne son nom, elle se fait traiter de pute. Bon, agréable. Bon, Oui, bon. bon. Voilà. Ça Non, mais reste le c'est conseil, hein. Non, mais Otto, Ça reste, rien voilà. pour ça, je suis désolée, il prend 4 points au récuromètre. Voilà. Après, il y a quand même un débat sur pour ou contre Daemon dans le chat. Par contre, il n'y a pas de débat sur pour ou contre Kristen Cole, hein. Enfin, où il n'y a pas de débat. Il y a deux Non, mais personnes il y a Yoda très dans le d'accord. Attends. Tu veux vraiment qu'on parle de Kristen Cole alors qu'il a eu une réplique et que c'était oui? Moi, je peux en parler spécialement. Bon, Tu t'arrangeras avec Yoda et tout nu. avec Yoda et avec Marjo, je balance, hein, mais. Non, alors non, franchement, quand même, il rembat un peu Daemon. C'était très rigolo. Oui. Sa petite réplique sur t'es fait tomber à cheval, c'est quand même encore une réplique de gamin. Il fait exprès de se tromper sur son nom, l'autre dit non, c'est moi qui ai gagné la bataille. Alors tu vois, autant des fois, je trouve que globalement, ça a fait plutôt du mieux sur tout ce qui était armure, armes et tout ça dans House of the Dragon. Autant les nouveaux casques de la garde royale, Oui, je suis d'accord, c'est pas possible, quoi. Peter Jackson, pourquoi est-ce que tu as prêté tes casques de nain à ces gens-là, quoi? Il fallait brûler tout ce qu'il y avait dans le Hobbit, on l'avait dit, pourtant. Il fallait tout jeter. Je t'ai tendu la perche juste pour ça. Merci. Babar, je crois que tu disparais à chaque fois que tu essayes d'utiliser un navigateur en même temps. Non, pas du tout, je ne fais rien du tout. C'est à chaque fois que je défends un personnage louche ou un truc louche. Sa connexion, enfin, du mal. Non, je dis du bien de Daemon, la connexion a fait non, je m'en vais. Et attendez, j'ai pas parlé d'Euron, hein. Ne faisons pas ça. Euron, Est-ce que du coup, tu dis Euron, ça passe, c'est donc un personnage bien. On va pas défendre des gens. Est-ce que vous avez des perdants dans cet épisode? Des perdants. Moi, j'en ai pas trouvé. Je sais pas si vous, dans le chat, vous regardez, vous avez des gens que vous avez trouvé j'ai pas trouvé qu'il y avait des gens moins bons. En dessous. Moi, je l'ai déjà dit en intro, un peu. Je trouve que l'actrice qui joue Alicent, elle est un peu en retrait, mais j'ai pas trouvé que c'était. C'est pas de manière flagrante non plus, quoi. Elle est pas mauvaise, elle est juste moins forte que les autres, quoi, tu vois. Mais, oui, parce que son rôle dans l'épisode est moins forte, mais je trouve pas que le personnage. Oui, c'est ça. C'est pas. Mais elle joue pas mal, mais elle fait plus effacée, quoi. Du coup, c'est. Tu sens qu'aussi que le personnage est écrasé quand même. Enfin, entre le roi qui commence sérieusement à s'intéresser à elle et elle est pas à l'aise, et son père qui lui dit hey, est-ce que tu vas ken le roi ce soir? Bah super, j'ai 15 ans, voilà, bisous. Donc non, je pense qu'elle
voilà, Dans- a priori, elle devrait s'affirmer un peu plus. Bah, tout le monde Je le suis sait d'accord que c'est maintenant. peut-être le personnage que j'ai un peu plus choisi, mais plus du Mais fait de pas, mais l'écriture par de ce défaut, personnage que mais par de. défaut plus qu'autre Voilà. chose, quoi. Ouais. Après, dans les trucs que je suis en train de penser à ça, je suis en train de me refaire toute la galerie de personnages dans la tête. J'étais plutôt content de voir le roi échanger avec le fort Oui, dans l'histoire, parce que je trouvais que ce personnage que j'avais trouvé qui était un peu absent, pas absent, mais j'avais du mal à le saisir dans le premier épisode. Je trouve que là, c'était cool de le voir c'est d'ailleurs un des. et de voir qu'il y a un maître des lois et que ça sert à quelque chose. Que je veux dire, le roi va le voir, il fait, mais attends, légalement, j'ai le droit de le faire ou pas, quoi. Qu'est-ce que t'en Et penses? du Et en coup, plus, c'est le seul qui donne des avis objectifs et qui ont l'air ouais, c'est presque ça. désintéressés. Plus objectif que le maître, tu veux dire? On va pas Plus, relancer ce débat. plus objectif que le maître, plus objectif que sa main, que son frère, que en fait absolument tout le monde autour de lui. C'est le seul ministre qui a l'air enfin ministre, pas comme ça, mais qui a l'air à Non, peu près ouais. cohérent dans ce qu'il fait dans son métier. Moi, Ouais. il marque des points, mais du coup, c'est pas un perdant. Non, c'est pas un Voilà. perdant, mais du coup, j'en profite pour en Non, parler parce qu'on si. l'a pas vu, du coup. Baba a un Alors, perdant. je note, j'ai un peu peur, mais alors là, on est plus sur l'écriture du personnage, qu'il nous fasse une Rhaenyra qui prenne trop Daenerys Arya. Le coup de ah non, mais quand je serai reine, je briserai le truc. Elle fait, enfin, vous nous l'avez déjà Moi, ça m'a fait Ouais, penser à. fait. et après, vu ce qu'on a vu dans les bandes annonces en termes de visage, de machin, de trucs, de la suite, quand on aura changé d'interprète, je trouve que c'est intéressant parce que tu sens qu'entre les deux, il va y avoir un truc qu'elle va se prendre dans la gueule, tu vois. Donc, du coup, le visage a l'air quand même plus fermé quand c'est dans les bandes annonces, quand c'est Emma Darcy, je trouve. Que Ouais, on là, verra. où elle exprime encore des émotions, tu vois. Et du coup, il y a un côté. J'aime bien le côté, s'ils arrivent à les doucher assez vite, ces espèces De d'espoir un peu prévention, ouais. vain, je trouve assez intéressant de les mettre quand même. On verra. Il y a le perdant, Marjo qui dit dans le chat, le perdant, c'est les doigts de Viserys. Oui. Et ça, c'était un peu chelou parce que du coup, tu vois, tu parlais de la grise écaille tout à l'heure. Et moi, j'ai des gens qui m'ont demandé si c'était la grise écaille. Et du coup, j'étais là, mais non, c'est Non, le trône, du coup. c'est la blessure qui se fait à Mais la fin de l'épisode 1. ouais, ouais, mais Non, du coup, se c'est vrai que blesse. c'est en termes de visuel, c'est pas hyper évident, je pense, au Non, final. puis c'est. Comment dire, quand tu te fais. Enfin, Petite après, coupure je comme ça, tu pense que t'attends ça va pas être à un ce que. peu plus rapide que ça. Je veux dire, ta mort est un peu plus rapide que ça si ta blessure se fait infecter et que tu Oui, pourris, tu oui. vois. Sauf que Après, là, c'est la peut-être. grise écaille, on savait pas Ouais. trop ce que c'était dans Game of Thrones, puisque ça se soignait à peu près en 10 minutes avec un petit baume. Voilà, donc c'était pas si évident que ça. Mais oui, là, il y a quand même un peu une symbolique. Alors, je sais pas s'ils reviendront sur Maegor ou pas, mais sur toute l'histoire des blessures que le trône inflige au roi, Mais je qui pense serait qu'il y a un trop. perdant, du coup. Il y a un perdant, c'est le trône de fer. On l'a On pas l'a pas vu. vu de On n'a l'épisode. pas vu, on n'a pas coché la Oh, case du bingot. Tout le monde en parle, mais personne ne le voit finalement. Voilà, voilà. grand méchant le Comme fou. quoi, hein. Bon, bah voilà, on a trouvé un, c'est bon. Je suis heureux, je peux passer à la suite. Donc, bah, les répliques. Il y a quelques répliques pas mal quand même dans cet épisode. Moi, celle qui m'a plu, c'est cette petite réplique du moment où il discute, où le roi discute avec Rhaenyra. La phrase exacte, je vais essayer de la retrouver avec un accent fabuleux, où il dit en fait finalement à sa fille, je veux pas que ça nous sépare, je veux pas que ça soit le futur mariage parce qu'il doit se remarier, il comprend qu'il doit se remarier et que sa fille accepte qu'ils doivent se remarier, mais il veut pas que ça les sépare, il continue à dire que c'est son héritière. Et je trouve que toute cette phrase justifie, enfin tout ce petit passage justifie son choix d'aller plutôt vers Alicent que vers la fille Valérion, qui de toute façon a 12 ans et lui plaît pas du tout. I do not wish to make us estranged. Voilà. Voilà. J'ai bien aimé ça parce que sur la première fois que j'ai vu l'épisode, j'ai pas compris d'où sortait ce choix d'Alicent qui est un peu parachuté dans la scène finale. Et en Ouais, moi, j'ai revoyant trouvé l'épisode, que. bah, je trouve que c'est un peu plus expliqué par cette scène qui est juste avant. Du coup, c'est vraiment la scène qui. Ouais, Cette mais du phrase, coup, c'est je trouve presque que la c'est. transition. Ouais, moi, j'avoue, la révélation d'Alicent, je l'ai trouvé Alors, un peu pourrie. Mais ça du reste coup, parachuté. En plus, tout le monde l'avait plus ou moins vu venir. J'ai l'impression que en fait, dans c'est ce que j'ai parce pu que lire. je trouve que tu le Pardon. vois venir parce qu'ils insistent beaucoup dessus. À Oui, aucun moment il pourrait y avoir un challenger, et au final, Mm. on te met ça en scène comme si c'était voilà, c'est ça. comme si c'était Littlefinger qui mettait un couteau sous la gorge de Ned, quoi. Et au final, shit, Oui, quoi, tu vois. Donc du c'est coup, un faux suspense qu'on essaye ouais, de c'est nous ça. vendre. Et du Ça, coup, je trouve que la scène est c'est un mal peu. jouée, mais le choix du roi est un peu expliqué par cette scène-là, et j'ai bien aimé son petit discours.
Non, mais après, il expliquait tout l'épisode, je trouve. Oui. C'est filé quand Je suis même, mais je d'accord. pense peut-être que c'est trop filé pour que ce soit vraiment Bah, une bonne justement, scène à la fin, quoi. tu vois, là, j'aimerais bien, parce que nous, Ouais. on a tous lu Feu et Sang, on savait tous quelle allait être la décision du roi. J'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui a jamais lu Feu et Sang et qui connaît absolument pas le reste. En fait, qu'est-ce qu'il a ressenti sur cet épisode-là? Moi, j'ai vu des Est-ce qu'il réponses a de eu gens. un... Ouais, J'ai du vu des coup, t'as eu réponses quoi? de gens qui n'ont pas vu et qui ont dit plus ou moins ce que vient de dire Chris, c'est-à-dire on l'avait vu venir, que c'était Alicante, et du coup. Alors D'accord. sur un échantillon de 2 Écoute, personnes, hein. Ça vaut ce ouais, que moi ça aussi, vaut. j'ai un échantillon de 2 personnes qui n'ont pas lu et du coup, qui ont un truc vraiment, au moment où le mec se lève pour dire je vais me remarier, qui m'ont fait bon, bah, ça va être la rousse. Hein. Du coup, bon, Non, mais voilà. surtout Tu vois. qu'on a Alicent au conseil Mais- restreint à ce moment-là et que Ouais, Tess, c'est ça. qu'est-ce qu'elle fout au conseil? Enfin, Oui. tu vois, c'est... Oui. Mm. Bon, finalement, tout le monde est après d'accord aussi dans le chat, hein. Tout le monde avait vu venir. Ok. Après, est-ce qu'il y avait une bonne manière de mettre tout ça en scène de manière à ce que ce soit avec un laps de temps aussi court, tu vois? Est-ce qu'il y avait une bonne manière de mettre ça en scène pour que ce soit Oui, un non, bon truc? c'est Je pas sais pas. si mauvais que ça non plus, faut pas exagérer, Mm. ça Ouais, reste bien ouais, il y a foutu, mais Yuyus qui dit j'ai entendu des gens échanger dessus et dire qu'ils l'avaient vu venir, mais qu'ils avaient trouvé ça mal amené. Ouais, bah tu vois, c'est c'est un ça. peu Mais bancal, c'est un peu ça. c'est pas catastrophique, mais c'est. Non, non. Faut en passer par là, voilà, ils se débarrassent un peu du truc, bon voilà, c'est Oui, Alicante, c'est on ça. passe à la suite, et Oui, c'est vraiment pas il jette le intéressant. truc et comme Voilà. ça. Tiens, attrape la balle au vol, elle servira à renvoyer un Ouais. peu plus tard, mais pour l'instant, Voilà, moi je. Ouais. il faut qu'on te l'envoie, sinon tu l'auras pas, quoi. Mais Voilà, bon, juste pour passer là-dessus. Autre moment un peu avec une bonne petite punchline de Rhaenys. Ouais, bah alors déjà, rien que toute cette scène-là où entre Rhaenyra et Rhaenys Oui. s'échangent des punchlines, elle est assez rigolote. Un peu, je trouvais caricaturale sur le message, mais j'ai bien aimé, genre, entre Rhaenyra Rhaenys, pardon, Rhaenys qui est un peu... je trouve que c'est vraiment un personnage qui a été construit pour être en mode hyper cynique et désabusé, et en mode je me place un peu au-dessus de la mêlée, et je vais venir aller aiguillonner les personnages, les embêter, les titiller, tu vois, en mode ah t'as vu, voilà. Moi j'ai un peu de vécu et je peux te dire les choses. Et voilà, donc elle va aller aiguillonner Rhaenyra qui la renvoie au fait que hé meuf, t'as pas été choisie. Donc tu vois, qui utilise bien explicitement son titre de princesse. Et vous, princesse, tu vois, genre pour rappeler, bah oui, tu n'es que princesse. Et le moment où elle dit, où Rhaenys dit that's the order of things, donc c'est l'ordre des choses. Voilà, c'est vraiment une façon aussi de nommer le patriarcat sans le nommer et sans même le concevoir en fait, hein, parce que voilà, c'est une notion qui est très contemporaine. C'est une série qui est contemporaine, hein, bien sûr, mais voilà, j'ai trouvé ça fort comme phrase. Peut-être, je trouve qu'ils en font peut-être un peu trop dans ce discours-là, parce que juste après, elle va dire oui, les hommes préféreraient mettre le feu au royaume que de voir une femme monter sur le trône de fer. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'était une phrase qu'on avait eue dans les bandes annonces et qu'on Voilà, avait trouvé c'est ça. Et on a peut-être dans la scène un peu moins, mais du coup. Voilà, c'est évidemment plus compliqué que ça, hein, même le fait qu'elle n'ait pas été choisie en 92 puis en 100, on vous prépare l'article dessus, mais c'est plus compliqué que ça. Bien sûr, le fait que ce soit une femme à jouer, hein, dans la décision, mais voilà, ce soit un peu plus compliqué que ça. Après, j'ai trouvé que voilà, c'était assez fort, assez marqué. J'aime bien ce que ça dit du personnage de Rhaenys, de la façon dont ça l'est caractérisé. Et je trouve que ça fait un marqueur qui est donné à Rhaenyra sur lequel elle va devoir se placer. Hein. Est-ce que ça aiguillonnera sa paranoïa ou pas? Parce que Rhaenyra va devoir se placer justement à ce qu'a vécu et ce qu'a dit Rhaenys, en fait, qui dit mais meuf, en fait, jamais tu monteras sur le trône de fer parce que le roi il va avoir des fils et toi tu vas passer aux oubliettes. Donc voilà. J'ai aussi bien aimé le fait que dans cette scène, Rhaenys ne soit pas de façon naturelle du côté de Rhaenyra, tu vois. Que ce soit vraiment que elle et Corlys représentent vraiment une troisième voie, hein, ou un troisième pôle. Ça, c'est ce que aussi j'ai bien aimé. Oui, puis je trouve que ce qui était intéressant, c'est que la scène telle qu'on nous l'avait montrée dans les bandes annonces, une fois de plus, tu vois, je pense qu'une fois qu'on aura évacué toutes les scènes qu'on a déjà vues dans les bandes annonces, ça ira mieux. Moi, je regarde plus. Hein. Non, mais du coup, voilà, parce que ça faisait partie des trucs qu'on avait eu. Père Dragon, ça faisait partie des trucs qu'on avait eu, quasiment toutes les scènes du premier épisode, à part la césarienne. Mais du coup, je trouve que ce qui était intéressant, c'était qu'on nous avait montré une Rhaenyra silencieuse
c'est qu'il recevait un peu la leçon, tu vois, quelque Ouais. part. Je trouve que là, la dynamique, elle est pas du tout ça, et c'était vraiment Ouais. chouette que les deux se répondent et appuient toutes les deux là où ça fait mal. Du coup, Ah ouais. je trouve que globalement, ça amène quand même Rhaenyra à un degré un peu plus incisif quand même que tu vois, tu parlais de Daenerys ou Arya. Rhaenyra, quand tu as choisi un Ouais, angle elle d'attaque, tape un peu plus. Hein. c'est plus que ça, quoi. Puis elle est Elle, impulsive. elle choisit le nœud dans la rotule, elle met l'aiguille à tricoter, puis elle tire, quoi. Tu vois, Belle image. Non, mais il y a aussi c'est les deux scènes du conseil où la première scène elle est quand même plutôt passive, la deuxième scène elle tape du poing sur la table et puis elle se barre à coups de dragon parce que Non, mais parce oui. qu'elle est pas contente. Après, tout l'épisode était fait là-dessus aussi, tu vois. Voilà, Donc, c'est pas que cette Mm. scène-là. Voilà. J'ai bien aimé quelque part, j'ai vu passer le perdant de l'épisode, c'est celui qui se fait bouffer par les crabes. oui, Effectivement, c'est vu vrai. comme ça. Je sais plus qui a dit ça, j'arrive pas à retrouver, mais ça m'a beaucoup fait rire. Et dernière petite scène, alors il y a toute une discussion, mais Chris, je vais te laisser en parler. Ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé la conversation. Alors, j'ai bien aimé la mise en scène de la conversation de Daemon zut, et Corlys, même si une fois de plus, il y a un peu un faux suspense, parce que du coup, en fait, comme House of the Dragon ne te présente pas beaucoup d'intrigues narratives et pas beaucoup d'options, tu te dis qu'en fait, Corlys, ok, il a envie d'aller taper sur le mec, il a qu'une seule option, c'est Daemon. Oui, on t'a pas présenté d'autres voies d'un point de vue des personnages, donc du coup, c'est assez logique. Donc ça fait un peu un espèce de faux suspense, cette espèce de long plan qui va sur le visage de Corlys pour tourner et révéler Daemon. C'est bon, ok, pourquoi pas. Et au final, ce que j'ai trouvé bien dans cette scène, c'est pas tant ce démarrage que derrière, quand Daemon se lève et va près de la cheminée, et qu'il traite son frère de con, globalement, et qui dit qu'il n'y a que lui qui a le droit de le dire, parce que moi, ça m'a renvoyé à d'autres scènes qu'on trouve assez fréquemment dans les séries. Je trouve que c'est un peu un trope de série américaine. À un moment, un personnage va prendre le tu sais, alors, je prends vraiment une sitcom de base. En fait, c'est Scrubs, le premier exemple qui me vient. À un moment, JD insulte, traite l'enfant de quelqu'un de con. Et la personne lui fait la gueule et il comprend pas pourquoi. Et, et la personne lui dit, mais en fait, il n'y a que les parents qui ont le droit de traiter leur enfant de con. Et du coup, je trouve que ça infantilise encore plus Viserys d'avoir ce type de réplique avec ce type de personnage. Et en même temps, ça donne quelque chose à Daemon aussi qui est de l'ordre du quelque chose un peu paternaliste finalement vis-à-vis de son frère, quoi. À la fois lucide et en même temps un peu protecteur. Donc du coup, je trouve que l'ambivalence est cool, quoi. Voilà, globalement. Ce que j'avais à dire sur ces répliques dont je ne me souviens pas exactement. Il dit pas Mais qu'il que est je... con, il dit qu'il est incompétent. Oui, Il dit c'était fou dans le chat. Rien à voir. Mais bon, c'est vrai qu'il y a que lui qui peut le dire. voilà. Après, c'est aussi le côté, Oui. tout l'épisode est construit là-dessus, sur c'est des enfants et ils se taquinent entre eux, sauf que c'est des enfants qui ont des grosses épées, des gros dragons. Et je serais très intéressé qu'on remette, tu vois, je trouve que la réussite, on aime ou on n'aime pas la séquence, mais la réussite qu'il y avait eu sur l'épisode des cloches de Game of Thrones, c'était d'avoir remis un peu le peuple dans la ville. J'aimerais beaucoup que House of the Dragon arrive à remettre de la population à Westeros. Il y avait un petit peu dans l'épisode 1, la population, on voyait quand les dragons passaient C'est au-dessus, il y avait la population qui passait dans la rue Ouais, mais ça tu se vois manque un peu vraiment dans cet avec épisode-là. un peu de visage et de trucs, et tu vois qu'ils arrivent en tout cas à prendre le temps de montrer que des gens qui ne fonctionnent qu'en circuit fermé avec des dragons, c'est des gens qui sont coupables de génocide généralement, tu vois. Et tu vois vraiment aller vers. J'espère qu'ils arriveront à recaractériser le peuple de Westeros, quoi, pour qu'on puisse avoir un peu de dézoom par rapport à leurs actes, quoi. Bien, ça fait une parfaite transition pour la suite de slides. Mais garde ça pour tes attentes pour plus tard. Et, petit point sur les costumes, du coup. Ouais, alors du coup la minute bling, on l'avait pas fait au dernier Twitch parce que il y avait eu plus de temps, donc là on a un petit peu plus de temps on est en dessous de 2 heures, donc on peut rajouter la minute bling. Et là où je voulais attirer votre attention, c'est sur effectivement la façon dont ils construisent l'opposition entre Rhaenyra et Alicent à travers leurs costumes. Dès le premier épisode, on a quand même du bleu et du jaune, un jauneur qui arrive très bien à distinguer, mais qui sont dans des tons qui sont très pâles, très pastels, qui représentent une forme d'innocence, de simplicité. Regardez les coiffures aussi, c'est des coiffures qui sont très lâchées. Et dans cet épisode 2, les costumes changent. Alicent, voilà. Ouais. Wow,
transition. Alicent, je pense, tu as un bon coup de couteau et puis elle est à poil. Hein. C'est c'est un peu étrange. Ah, Mais tu ouais, trouves pas qu'elle a... non. Mais en tout cas, elle a voilà, couleur qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre, une coiffure qui est beaucoup plus, comment dire, travaillée, et beaucoup plus retenue. Et en fait, en parallèle, Rhaenyra, elle a aussi un costume qui va être dans les jaunes or plus prononcés et avec des touches de rouge aussi qu'on va voir sur ses manches. Et du coup, voilà, leur opposition, en fait, elle se renforce. Hein. On voit beaucoup plus l'opposition entre les deux. Dans la scène, dans le Grand Septuaire, par exemple, on voit aussi... Alors, pour le coup, Alicent, elle porte le même costume sur l'ensemble de l'épisode, c'est-à-dire cette robe bleue avec les manches et qui est un peu cumulées. étrange, hein. Moi, j'avoue même. Ouais, j'avoue, j'aime bien. En plus, les boucles d'oreilles, c'est un truc antique. Donc, et puis sa coiffure, c'est un truc enfin, ça rappelle vraiment, c'est les séries romaines avec les femmes romaines et leurs cheveux comme ça bouclés. Donc, j'aime bien. Voilà, bisous. Là, je vous avais dit antiquité, j'aime de base. Et Rhaenyra, dans la scène du septuaire, elle a une robe qui est un peu plus claire, alors que sur la dernière scène, celle du conseil restreint où le roi choisit son épouse, elle a pour le coup une robe qui est beaucoup plus foncée. Et du coup, je trouvais que voilà, c'était une façon de montrer, de construire l'opposition entre ces deux personnages. Et là, pour le coup, on s'inscrit vraiment dans la lignée Game of Thrones où la chef costumière, qui était Michelle Clapton, en fait, vraiment soulignait l'évolution des personnages, leur arc narratif avec les costumes. Et là, donc, la costumière qui s'appelle Janine Temim, elle fait la même chose. Elle a repris un petit peu la même idée, alors en la faisant à sa manière, avec sa patte, avec ses propres costumes. Hein. Mais voilà, on a quand même toute cette recherche sur le costume, que j'aime beaucoup. Puis il y a un truc qui est intéressant, c'est les motifs qui sont choisis, parce que pour le coup, Alicent, elle est essentiellement avec des motifs carrés, je trouve, sa robe. Enfin bon, du coup, c'est ce que donnent les espèces de lassages sur les côtés, quoi. Et même au-dessus, alors que Rhaenyra a des formes beaucoup plus rondes sur ses robes. Oui. Et du coup, il y a un petit côté, tu mets pas des carrés dans des ronds, tu vois, un peu. Et enfin voilà, tu vois, ce n'est pas possible. Ces deux choses sont hermétiques, quoi. Du coup, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de le souligner, et je trouve pour le coup que c'est plus. J'arrive mieux à accepter de souligner, tu vois, de souligner l'histoire du personnage avec son costume. Je l'apprécie mieux dans cette série-là où c'est logique que les personnages changent de robe tout le temps parce que c'est la noblesse, plus que dans Game of Thrones où je trouvais que des fois tu étais là, ah bah ce personnage a changé de costume, mais il l'a trouvé où? Et du coup tu es là, bon bah voilà. C'est ce qui avait une logique narrative, mais qui n'avait pas forcément de logique diégétique. Là, tu t'en fous un peu, de toute façon. C'est des gens qui sont pétés de thunes. Ils ont le placard côté. Dans les robes dont on n'a pas parlé, il y a celle de Misaria qui nous dit Yoda qui est très jolie. Moi, il y a celle de Rhaenys que je trouve très bien aussi. Ouais, celle de Rhaenys. Alors, celle de Rhaenys, c'est de Laena, donc sa fille, sont magnifiques. Elles sont avec ton bleu, évidemment, pour rappeler la couleur de leur maison. Et dans le chat, on nous fait aussi mention de la tenue de dragonnière. Oui, c'est ce que je pensais quand tu vois, parce que vraiment en opposition, tu as la tenue de séductrice où tu vois les bras, tu vois les épaules d'Alicent, et de l'autre côté, l'autre qui est toute fermée parce que du coup elle est dragonnière, quoi. Mais... Oui, voilà. Après, de séductrice, moi je maintiens qu'Alicent, elle lui a pas trop donné le choix, on l'a balancé là-bas, on lui a dit alors, attention, ce n'est pas Alicent qui est séductrice, c'est la robe que. C'est la robe de sa mère. Hein. Clairement, c'est la robe de sa mère. Je suis totalement d'accord avec ça. Elle est poussée dans les bras du roi. C'est pas sa volonté particulière. Elle est balancée à la catapulte. Hein, mais elle le dit clairement. Quand son père lui dit est-ce que tu vas voir le roi ce soir, c'est oui si vous le voulez. Tu vois, c'est un creepy. Voilà. Ouais, c'était pour ajouter un petit moment de gêne sur tout ça. Voilà, il fallait bien revenir. Voilà. Donc on va maintenant passer aux attentes. Donc Chris, tu peux refaire mon laïus. Les transitions avec 10 minutes de décalage. Non, si vous avez des attentes sur la suite de la série maintenant. Bah, des attentes, oui, après ça déroule, quoi. Enfin, tu vois, autant il y avait beaucoup de surprises sur l'épisode 1, je trouve, parce que du coup, t'avais plein de choses. On savait pas trop comment ils allaient raconter ça finalement. On avait vu les images, mais on savait pas trop. Autant là, le pli est pris, quoi, finalement. Tu vois, on a compris comment ça allait être fait. On a compris qu'on oscillait entre, j'ai envie de dire, entre une ligne très fine, très subtile, et une autre vraiment pour les débiles, quoi. Je trouve, qui a du mal à trouver son équilibre par moment. Et du coup, des attentes, non. Enfin, j'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce qu'ils ont pu lancer sur les 2 premiers épisodes.
Tu vois, par exemple, on n'a pas reparlé de cette prophétie, mais je pense qu'on va reparler de cette prophétie à un moment. On n'a pas reparlé de. Là, on a introduit de nouveaux éléments autour de Père Dragon, parce que du coup, il y a un côté, oui, je suis prince de Père Dragon, j'y suis physiquement. Moi, j'ai été nommée princesse de Père Dragon, mais en fait, je ne le suis pas vraiment. Enfin, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis, bon, ça va castagner, hein, globalement. Donc, on va voir si Sapochnik arrive à transformer l'essai maintenant qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut et qu'il a plus Benioff et Weiss sur le dos, quoi. Parce que faut savoir que Sapochnik, on peut aller chercher ça dans le bouquin de James Beard, je crois. Il dit que plein de fois, il a voulu amener des idées de mise en scène qui sont exécutées là pour le coup dans House of the Dragon, notamment l'idée qu'il y ait des séparations physiques entre les personnages quand ils sont physiquement pas d'accord, tu vois, donc le cas de la maquette par exemple, et c'est des choses qui étaient interdites dans Game of Thrones. Ils n'avaient pas le droit de le faire, ils devaient respecter la grammaire de la série, parce que lui il est arrivé en saison 5, qui avait été établi par les 5 avec Ardo. Il est arrivé sur Ardo. Oui, Ardo, oui, ça, oui. Et du coup tout était déjà là, et lui il avait juste, c'était vraiment un exécutant. Je trouve que là c'est intéressant. Enfin voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a. Mes attentes, elles sont vraiment d'ordre presque technique, tu vois. Et à la fois, si ça marche, j'arrive à me faire emporter. Parce que moi, je crois que j'ai besoin de comprendre ce qu'on essaie de me dire pour me faire emporter, quoi. Et j'ai pas envie qu'on me prenne la main non plus, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Mais je pense que le potentiel est là pour que ce soit fait. Donc du coup, à voir. Et je sauterai la première minute 40 du prochain épisode. Voilà. Ah bah oui, c'est la première fois où on a marqué. D'abord, avant que tu donnes tes attentes, je lis juste les quelques attentes qu'il y a dans le chat qui ont bien fait rire. Donc on a des dragons Allez, évidemment, des crabes, Mhm. Christian Cole, une bataille digne de ce nom, du fracas et des armes. Et c'est voilà. Et à la fois, c'est marrant parce qu'ils ont quand même réussi à faire monter la sauce pour que la l'épisode vie dans le temps 3, réel. épisode 3, ça va être la bagarre, tu vois. Donc, je m'attendais pas non plus à ce que la série elle aille vers ça tout de suite, quoi. Mm. Donc, il y a un côté, la bataille, les batailles qui vous avaient déçu dans la saison 1 de Game of Thrones parce qu'elles n'étaient pas là, bah, vous allez les avoir, quoi. Et vrai. ça se construit un peu en opposition, genre, regardez toutes ces tunasses qu'on a, quoi. Mais t'es là, oui, bah, des fois, vous pouvez faire un peu moins. Ils ont 20 millions par épisode et ils les mettent sur la table. Voilà, il faut les Ouais, c'est montrer. ça. Non, mais tu vois, même, tu vois, quand je disais les plans de caractérisation de Kragar, c'était des plans de plage comme ça, on n'en a jamais eu dans Game of Thrones, quoi. Je veux dire, même la plage, tout était beau, tout était bien fait, tout était bien placé, et tout ça, c'était presque trop placé pour être naturel, quoi. Donc à voir, ouais, je suis vraiment curieux. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment eu une hype sur l'épisode 1, j'ai vraiment pris un peu une baffe sur l'épisode 2, du coup, je suis en. Sur l'épisode 3, t'as changé de voix. Il faudrait que j'aimerais atteindre le niveau du milieu, quoi, tu vois. Ouais. Vas-y, Bavard. Moi, j'attends la triarchie. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'attends de voir la façon dont elle va être traitée, si elle va être traitée qu'en antagoniste méchant sans caractéristiques, ou si va vraiment y avoir des enjeux un peu plus construits autour de cela. Après, il peut très bien, par exemple, y avoir une bataille qui soit achevée à la fin de l'épisode 3, et ensuite d'autres aspects un peu plus diplomatiques par la suite. Donc voilà, j'attends un peu de voir la caractérisation de la triarchie, tout simplement. Parce que, une fois de plus, je pense que la force de la série, c'est d'être toujours centré sur les Targaryen, et à la fois, sa faiblesse, c'est d'être toujours centré sur les Targaryen, quoi. C'est un peu paradoxal. Et toi, Ezra? J'étais en train de faire un mash-up dans ma tête de toutes les réponses du chat entre de l'humour, des crabes, champignons et des dragons. Ça faisait un mélange, un truc à manger, quoi. J'espère qu'il n'y aura jamais champignons. Mais à mon avis, non, il ne sera pas. Ce qui revient un petit peu là, c'est de dire, ça me manque un peu de l'humour qu'il y avait dans les premières saisons de Game of Thrones, un peu des punchlines un peu marrantes. Ah, ça me manque pas trop, tu vois. Alors, il y en a qui ça manque, moi ça me manque pas spécialement, mais en tout cas, c'est vrai que c'est complètement absent. Je trouve que la série est beaucoup plus construite sur un ton de drame ou de tragédie. Ouais, il y a vraiment une tragédie. Et de toute façon, c'est une tragédie. Et globalement, on sait où ça va parce qu'on a eu Daenerys, donc on sait que la lignée Targaryen, elle va se cracher à un moment donné. C'est pas évident de rendre ça, je trouve. Je trouve que là, ils arrivent à faire un exercice que les préquels arrivent rarement à toucher, tu vois, d'avoir chopé, tu sais, vraiment au début, on est arrivé avec Rhaenyra, avec le dragon, là, c'était beau, on passait à travers au-dessus de Port-Réal, machin, tout ça, et tout s'est refermé sur ces nœuds d'intrigue au-dessus d'eux, avec plein de choses au-dessus d'eux qu'ils ne maîtrisent pas et qui sont plus grandes qu'eux. La prophétie en fait partie, l'héritage de Valyria en fait partie, et tu sens que
en fait, ils ont réussi à amener un truc, genre, de toute façon, tout ce que vous allez voir, c'est des gens s'agiter dans un déluge, quoi. Mm. C'est des gens qui sont pas d'accord sur un radeau en pleine tempête, quoi. Donc, du coup, n'importe quelle décision sera la mauvaise décision. Et ça, je trouve qu'ils ont réussi à l'amener quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est le radeau de la méduse, en fait. Même dans les tons, les couleurs, machin. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'à la fin, c'est les Vélarions qui gagnent parce qu'ils savent naviguer vers la tempête ou faire le tour, là, comme dit Corlys. Exactement. Ah, voilà, mettez tous vos billes sur Corlys, là, c'est bon. Et oui. Et du coup, toi, Heather, t'as des attentes particulières? J'ai pas d'attente particulière, à part que va falloir que ça décolle, sans mauvais jeu de mots avec les dragons. Que là, ils mettent tout en place. Donc je veux bien laisser 3-4 épisodes pour que ça se mette en place, mais il va falloir que... On peut pas attendre indéfiniment de mettre en place des choses. C'est normal de le faire, c'est normal de prendre le temps au début. Et puis le comparatif avec la série mère te le rappelle quand même, je trouve. C'est-à-dire que épisode 1, tu prenais la première saison de Game of Thrones, épisode 1, Bran passait par la fenêtre, épisode 2, Lady se faisait assassiner, épisode 3, c'est vrai. je sais plus ce que c'était le cliffhanger, mais tu vois, tout était merde. Oui, non, mais moi j'aime bien qu'il prend son temps et que ça place les choses. Soufflé, tu avais été tenu tout du long. Là, comme il y a un effet de placement, du coup, c'est pas la même temporalité. Non, c'est vrai. Et à la fois, oui, effectivement, ça manque un peu. Mais on place tellement de choses qu'on attend quand même une résolution à tout ça. Il faut qu'il y ait une résolution à tous ces placements. C'est pas le même type de série. Et c'est effectivement, c'est un préquel, mais c'est pas la même chose. Il tape pas du tout dans les mêmes genres de fantasy ou quoi que ce soit. Bon, il faut que je le place parce qu'il faut que je le place, mais regardez la série Domina, par exemple. Voilà. Donc si je ne dis pas Domina à chaque tweet où j'apparais, vous avez le droit de me maudire. Mais c'est une série historique qui est aussi sur des intrigues de cour, qui est aussi sur des thématiques de comment une femme essaye de s'en sortir dans ces intrigues où les hommes sont les chefs, qui abordent pas mal de sujets, dont la maternité aussi. Et c'est pareil, c'est aussi des intrigues qui sont très autour d'un clan familial, de comment est-ce qu'on arrive à bouger ses pions, d'essayer de ne pas se faire griller, etc. Donc oui, voilà, beaucoup House of the Dragon est beaucoup plus proche de ce genre de narration que de Game of Thrones, ou même que de ce que sera a priori la série Seigneur des Anneaux, donc The Rings of Power, qui elle va totalement taper dans l'épique en fait. Ce ne sera pas du tout les mêmes genres de fantasy. Tu es en train de nous dire que la semaine prochaine, dans le Twitch, on risque d'avoir des commentaires là-dessus? Vendredi. Ouais, bah oui, du coup. Et bon, on n'a plus qu'à attendre lundi prochain pour voir si tout ça sera réalisé. Bon, peut-être pas dès lundi, mais peut-être lundi prochain du coup. Ah oui, et bien sûr, avec Claudius aussi, il faut regarder avec Claudius, mais... Ça, c'est particulier comme délire. Faut aimer la BBC des années 70 quand même. C'est un peu rigolo. Il reste 4 jours pour voir les 8 saisons des 2 séries réunies, et puis tout va bien se passer. Je sais pas, il y a combien de saisons dans les deux? Une seule. Domina, il n'y a qu'une seule saison de 8 épisodes. Et avec Claudius, c'est 13 épisodes, mais c'est des épisodes de 67, donc c'est des épisodes qui durent 35, 46 minutes. Une saison jeudi, une saison vendredi, et puis... Et ben voilà, allez-y, regardez ça. Et dans Domina, normalement, il y a un acteur dedans qu'on devrait découvrir plus tard, mais je vous laisserai découvrir lequel. Qu'on découvrira dans House of the Dragon, il y a un acteur commun. Mystère et suspense, allez voir Domina. Voilà. Ah, bah c'est bien, tu sais, voilà, Chris me rejoint, c'est parfait. Bien. Bon. Et ben, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, je crois, sur cet épisode. Voilà. Et du coup, si éventuellement il y a des... Je sais pas si dernière petite question dans le chat. 3-4 questions, et puis après on... Ouais, on vous libère. On va mettre une petite cloche qui sonne comme à la fin des cours, puisque c'est la rentrée bientôt. Mais oui, l'école est finie. Non, c'est pas ça. Non, elle commence, c'était aussi l'après-rentrée. Voilà. Non, mais... Est-ce qu'il y a des profs dans la salle? Voilà. Du coup, non, Youn, on est désolé, on n'a pas parlé de la voix de Matt Smith, et en fait, on ne veut pas prendre ton créneau. Voilà, donc on te laisse la voix de Matt Smith. Tu reviendras sur le Twitch pour nous parler de la voix de Matt Smith qui te dérange tant. Oui. Bon, et bah du coup, je pense qu'on peut peut-être... j'ai un dernier truc à dire si personne n'a de questions. C'est si vous êtes toujours là, mettez des petits applaudissements pour Ezor dans les commentaires. Voilà. Merci, Chris. Voilà, ce sera notre... Ouais, mettez des applaudissements. Oui. Est-ce qu'il les mérite? Très bien géré. Cet homme-là qui gère la technique. Merci. Ouais. Et c'est, mine de rien, c'est franchement pas facile parce qu'il y a tout à gérer derrière, l'aspect technique. Et nous aussi, il faut nous gérer nous. Et ma caméra qui est ici de...
partir en vacances quand elle veut. Elle est sur cours alternatif. C'est ça. Écoute. Et ben, moins de 2 heures, Bon. c'est bien, on progresse. Bon, en même Il temps, reste- l'épisode faisait un quart d'heure de moins, donc c'est pas mal. On est pas mal. Il reste plus qu'à vous dire au revoir à tous. Au Oui. revoir Babar, au revoir Chris. Et puis Au merci revoir. au chat Et aussi puis d'avoir merci, merci à tous de suivi. nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, Même heure. pour l'épisode Même 3. pas. Et puis entre-temps sur le forum pour en discuter et sur l'événement pour le blog avec tout ce qui est à sortir ou qui est déjà sorti. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous interpeller sur les réseaux aussi si vous avez Ouais. des questions. On essaie d'être réactifs. Abonnez-vous, Voilà. tout ça. La cloche, les notifs, je sais pas comment on dit. Faites-vous plaisir. Voilà. Voilà. Au revoir tout le monde. Bisous les Au gens. revoir. Bonne soirée. Bonne rentrée.